Fred Savard avec vous pour un 25e épisode. Oh, il est tard. On est vendredi. Il est arrivé un petit pépin avec l'épisode qui était prévu initialement, l'épisode avec Samuel Mercier, la gang de Spirale. Et on avait un segment aussi avec Claudia Fioré-Leduc sur l'action communautaire. Ça a tout été enregistré ce mercredi, mais est arrivé un pépin. Donc, l'épisode va être diffusé, mais probablement dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, on a énormément de gens qui étaient déjà invités, dont God, en fait, qui vient faire sa chronique. On va aussi parler de militantisme avec des gens. Alors, j'ai pas le choix. Donc, l'épisode, c'est vraiment un pépin, je dirais pas de technique, mais qui m'oblige à attendre pour publier l'épisode prévu. Mais ça tombe très bien parce que j'étais à Québec. Nous, on a enregistré mercredi. L'épisode qui était prévu. Et le lendemain, je partais pour Québec pour, entre autres, un épisode avec le Centre Nutrice. On a fait nos recherches, un épisode qui va être vraiment très, très, très bon sur les aliments ultra transformés et qu'est-ce qu'on peut faire. En fait, la classification, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient moins consommés, mais en tenant compte de toutes sortes de disparités socio-économiques. En tout cas, ça va être un épisode vraiment intéressant. Donc ça va être on a fait une recherche. Et en plus, sachant que j'étais à Québec, j'avais contacté Jonathan Livernois pour son livre Godin, que j'ai tellement trop attendu avant de le lire. Et donc, c'est l'épisode que j'ai enregistré qui aurait dû être diffusé un peu plus tard, au mois d'avril. Ben, c'est celui que je vous offre en attendant de régler les petits problèmes avec l'épisode prévu. Pour vrai, Jonathan Livernois, on l'a entendu avec l'épisode au Bye Bye. J'aime vraiment beaucoup faire de la radio, du balado avec lui. Et là, ben, pour cette biographie-là, puis vous allez voir, là, j'explique pourquoi ça m'a pris du temps à lire la biographie de Gérald de Godin. J'ai trop attendu, vraiment. Puis j'espère que cette entrevue-là, cette longue entrevue, ça faisait longtemps aussi que j'en avais pas fait. Ben, pas si longtemps, mais j'aime toujours ça, faire des longues entrevues avec des essayistes. Donc, sur la biographie de Godin, en plus, on se replonge dans le Québec des années 50 jusqu'aux années 90. Vous allez voir, il y a des résonances avec l'actualité d'aujourd'hui. Ça va être vraiment une belle entrevue. Sauf que je l'ai enregistré ce matin. Après ça, je suis revenu. Et là, c'est ça. Il est tard vendredi. Et je termine tout ça. Ça arrive des fois, on est bousculé par des événements qu'on ne contrôle pas, mais bon, sachez que vous allez entendre le Père du Chêne dans à peu près 2 semaines et le nouveau numéro de Spirale aussi. Il y avait Nicolas Dawson, il y avait Benoît Jaudoin, Catherine Chagnon. C'était vraiment intéressant sur la critique, donc ne vous inquiétez pas, tout ça sera diffusé dans 2 semaines. Alors là, je vous laisse entre les mains de Gérald de Godin. Puis on se retrouve à la toute fin parce que pour clore l'épisode, je vais vous présenter une magnifique chanson que j'ai réussi à extraire d'un vinyle parce qu'elle n'est plus disponible sur les plateformes. C'est une chanson qui a joué à la toute fin de la vie de Gérald Godin. Alors, je vous en dis pas plus, puis je vous la présente à la toute fin. Donc, très, très bon épisode avec Jonathan Livernois et Gérald Godin. Je l'ai lu, à moins que, gars, il est quelle heure, là? Ah non, on est correct dans les temps. Moi, je pense qu'on a... c'est Godin. Je sais bien. Jonathan Livernois. On Oui. se retrouve. Oui. On est en train de dire, avant d'enregistrer, on avait fait un épisode particulièrement geek avec Bye Bye. Oui. C'est le commentaire que vous avez eu. Oui, 2 heures de réflexion de 2 geeks. Mais il y a des gens qui m'ont dit, je savais pas que t'aimais ça tant que ça. Ouais, on aimait beaucoup ça, effectivement. 2 heures, là, ça... Puis on aime encore ça, on va les réécouter avec plaisir. L'année prochaine, Ouais. décembre. Puis on va peut-être même refaire un épisode parce qu'on n'a pas tout dit. Ouais. On va couvrir quelques années. On a dit beaucoup, mais on n'a pas Ouais. tout dit. Hey, Godin, je l'ai lu finalement. Oui, hein. Parce que vous m'avez pas mis de pression, mais je me sentais mal de ne pas l'avoir lu. Ah, ben, il fallait pas. Non, je Fallait sais. pas. Mais j'avoue que je me suis fait prendre parce que j'ai pas pris autant de notes que j'aurais voulu parce que je l'ai dévoré. Merci. À mon corps, pas à mon corps défendant. En fait, j'avais pas d'opinion sur Godin. Que je connaissais, mais j'avais pas il m'intéressait pas, je le trouvais pas poche non plus, c'était pas un politicien, je me disais, il est pas digne d'intérêt. On dirait qu'il a pas assez. Ouais, je comprends. Puis là, en le lisant, ben, j'ai découvert plein de choses. Sur l'époque aussi, sur son... puis moi, je veux savoir, votre déclic à vous par rapport à Godin. C'était quoi votre rapport avant d'écrire la bio?
Ben, le déclic remonte pas mal loin, c'est-à-dire que je me souviens d'avoir vu un documentaire de l'ONF, qui était pas très bon d'ailleurs, qui était Québec un peu beaucoup passionnément avec Pauline Julien, puis bon, c'était plein d'erreurs en plus. Mais c'était l'idée d'une espèce de, je vais le dire en anglais, de power couple qui montait tranquillement comme l'indépendance du Québec. Bon, sentiment de connaître un type intéressant, tout ça, mais ça reste là évidemment parce que je suis relativement jeune. Ouais. À l'université, relativement. Oui, relativement. À l'époque. Ouais. Là, c'est moins relatif. C'est plus clair. Mais donc, plus tard, comme universitaire, je me suis intéressé à sa figure parce que je me suis toujours... Ce qui m'intéresse beaucoup en littérature, là, c'est les rapports entre politique, justement, et littérature. Oui. Puis on en a déjà parlé ensemble. Avec un autre de vos livres, un autre d'essai, ouais. Oui. Puis, au fond, Godin, c'est une figure unique au 20e siècle parce que c'est le seul poète, même le seul écrivain pour la peine qui se retrouve en politique québécoise. Ah ouais. Donc, le seul! C'est le seul du 20e. Okay. À moins, il y a certaines personnes qui ont écrit des recueils, tout ça. Et bon, c'est assez particulier. Alors qu'au 19e siècle, on en avait parlé, tu t'en souviendras. C'était presque obligatoire. C'était presque obligatoire. Ouais. Bon. Alors, il y a ça. Je fais toutes sortes d'études là-dessus, des recherches à gauche, à droite. Puis Marc Fortier de Luxe me dit à un moment donné, il dit, Jonathan, ça ferait une belle biographie. Il n'y a rien sur Godin. Ouais. Comment ça se fait? Ça, c'était en 2013 peut-être. Ouais. Donc là, tu vois, ça fait quand même longtemps. Par contre, je suis entré en poste à l'Université Laval entre-temps. J'ai été pas mal occupé, mais on est chanceux, les profs d'université, on a des sabbatiques. Ouais. Donc, j'en ai profité, première sabbatique, pour faire la biographie de Gérald Godin. Je me suis dit, ça va être ça, ma sabbatique. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle une pandémie. Oui. Ce qui fait que les gens étaient très disponibles pour me parler de Gérald Godin. OK, fait que les astres étaient alignés. Oui, sauf que je n'avais pas accès aux archives, mais bon, j'ai fini par faire débloquer des choses. Pourquoi vous n'aviez pas accès aux archives? Ça, c'était particulier au départ parce que ils considéraient qu'il y avait trop de danger, de contamination. Ah, OK. Mais en même temps, c'est parce que j'expliquais que j'étais tout seul dans une salle avec des gants, donc les chances étaient minces. Ouais. Mais il a fallu que j'écrive au devoir. Au directeur de BANQ, puis finalement, ils ont levé l'interdiction. On va commencer par le mettre en perspective par rapport à son milieu familial. D'où il vient, Godin? Trois-Rivières. Quel genre de famille? C'est intéressant parce que c'est pas une... Trois-Rivières, on se rend compte quand on connaît... je connaissais pas très bien Trois-Rivières. Là, je pense que j'ai compris tout le système. C'est un écosystème en soi, Trois-Rivières. Et il y a vraiment des classes sociales assez nettes. Godin est fils de médecin, mais pas de la haute bourgeoisie. C'est un médecin, d'ailleurs, on dit un peu à la blague, le père de Godin était médecin des sœurs, ça c'est moins prestigieux que l'autre médecin Panton qui lui s'occupait des frères, des curés. Donc, vous voyez, il y a cette espèce d'échelle-là. Mais son père est d'un milieu relativement modeste, donc un quartier qui s'appelle Saint-Philippe, donc dans le bas de Trois-Rivières. Il a un oncle qui va faire de l'argent pas mal dans la confiserie, donc il va avoir une espèce de magasin, de grossiste aussi, va financer les études de deux fils, en fait deux, ce sont des demi-frères. Parce que le père médecin n'est pas super business, hein? Non, ça ne l'intéresse pas vraiment, la médecine. Il étudiait à Paris quand même. Son fils, son père, en fait, non, c'est son oncle, pardon. Son oncle Narcisse l'envoie là. Il revient, mais oui, il est plus intéressé par la pêche, la chasse, par la poésie aussi. C'est pas un bon poète, évidemment. Pas évidemment, mais c'est pas un bon poète au sens où c'est quelqu'un qui va respecter toutes les règles de versification, tout ça. Il va se retrouver quand même apprécié à Trois-Rivières comme poète. Il devient même une sorte de poète circonstanciel, ou en tout cas, il va poser il va faire des poèmes pour toutes sortes de choses, des cérémonies, donc c'est ça. Mais donc, Godin va naître dans un milieu qui n'est pas pauvre, mais qui n'est pas riche non plus. Son père, comme vous le disiez, n'est pas il n'est pas à son affaire tant que ça, ce qui fait que la famille loue une maison, c'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire, là. Il va avoir un parcours scolaire, je dirais atypique. C'est un décrocheur, en fait, c'est un drop-out. C'est un drop-out. C'est un drop-out. Au début, ça va très bien. Encore une fois, Trois-Rivières, c'est beau, hein, parce que tout se fait à pied. Oui. Puis, je dis un peu à la blague, dans les conférences que je donnais, vous savez, hein, la maison de Godin est à 64 mètres de la maison de Maurice Duplessis. Bon, j'ai marché pour le vérifier, ce qui n'est pas vrai. Là. Je suis allé sur Google Maps. Mais bon, ça crée une espèce de... un petit peu de magie autour d'une biographie. Donc, il fait son cours classique le potentiel est là, mais il est dissipé. Il est dissipé, il n'a pas vraiment d'intérêt. Il est bon en littérature, en versification, il est bon dans les langues, ça. Et d'ailleurs, ça va le servir toute sa vie, le grec, le latin.
mais beaucoup plus d'intérêt, disons, pour les activités parascolaires. Ouais. Notamment la peinture, les femmes, si on peut considérer une activité parascolaire, mais beaucoup la peinture et le théâtre. Ouais. D'ailleurs, pour lui, l'intérêt, en fait, l'idée, c'est de devenir peintre. Ouais. Et ça, puis c'est assez fascinant de voir qu'il a un maître bien connu, c'est Jordi Bonnet. On connaît Jordi Bonnet, qui a fait une drôle de... il est passé par... Jordi Bonnet, c'est la fameuse phrase. Oui, ben exactement. C'est la Grande Murale. À Murale, c'est la phrase de Péloquin. C'est la phrase de Péloquin, mais c'est la murale de Jordi Bonnet. C'est un grand artiste. Ouais. Et lui va arriver au Québec en passant par Baie-du-Frèvre. Oui. Hein, c'est une entrée habituelle. Puis à traverser le fleuve avec un ami pour aller à Trois-Rivières et faire des cours de peinture. Là, il arrive au Québec. Fait qu'il dit, je vais faire des cours de peinture. Wow. Alors là, il y a plein de gens qui s'inscrivent. Enfin, quelques personnes, dont Godin. Et puis, on voit des œuvres de Godin, parfois qui reprennent un peu le style de Jordi Bonnet. Il a un certain talent. Je vais le dire comme ça. Mais il ne trouve pas sa façon de faire. Non, ça va pas le poursuivre toute sa vie. C'est attrait pour la peinture. Non, il peinturera plus. Non, c'est ça. Mais, en fait, il va peindre des poèmes. Et voilà. Ça arrive quand, ça, la poésie? Ben, c'est ça qui est fascinant, c'est que Godin n'est pas poète au départ. On dit des fois, un Miron, par exemple, au collège, on donnait toujours le même exemple. Vous savez, j'écrivais de la poésie sans le savoir. Bon, il y a un peu de mythe là-dedans. mais Godin... oui, Miron, hein? Oui. Un mythe? Ouais, une petite affaire. J'ai cru que c'était... Oui, un peu de mythe. Mais, alors, Godin, lui, c'est pas ça. Il peut faire toutes sortes de choses. De la peinture, là, ça marche plus ou moins à un moment donné. Là, il se retrouve, c'est un drop-out, il fait du journalisme à Trois-Rivières, puis c'est facile parce que c'est le fils de Paul Godin, il est connu, il fait du journalisme. Et il y a le Nouvelliste quand même qui est un journal quand même d'envergure pour Trois-Rivières. Absolument, et qui couvre le cœur du Québec. Puis c'est un gros journal, il y a une grosse salle de rédaction à l'époque. Donc Godin, ça marche, ses affaires, fait ses trucs, tout ça. Et il y a des amis, un ami surtout qui s'appelle Robert Goulet, c'est un gars de Trois-Rivières. Puis lui... C'est pas le chanteur, là. Non, c'est pas le même. C'est pas Robert Goulet. Non, mais c'est drôle parce que je me suis posé la question à un moment donné. Ça aurait pu. Mais non, c'est pas le même. Lui, par contre, s'est mis aussi riche en faisant un roman, A Violent Season. Ça, c'est drôle. Ça, c'est assez particulier, qui a été acheté par Hollywood. Donc, ce gars-là, avec grosse voiture, habitait à Majorque. Donc, Godin voit ce gars-là, se dit, waouh, je veux faire ça dans la vie. Je vais être un auteur pour devenir riche. Ce qui est évidemment l'équation habituelle. Alors, il se dit, je vais faire des recueils pas des recueils, mais des nouvelles. Mais là, à un moment donné, puis quand on regarde ces cahiers qu'il a conservés, il n'y a pas de poème. Il n'y a rien. Et là, en 60, paf, des poèmes. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Ce que je pense, par contre, c'est que c'est le milieu à ce moment-là de Trois-Rivières, parce qu'il y a des poètes qui sont là, Alphonse Piché et surtout Clément Marchand. Oui, c'est ça, je veux qu'on en parle parce que ça, c'est un passeur, c'est une... Et beaucoup de villes au Québec ont ces personnes-là. Puis je trouve ça intéressant qu'on en parle parce qu'ils jouent un rôle vraiment important au plan culturel dans tout le territoire québécois. Oui, vous avez tout à fait raison de le dire, parce qu'à une certaine époque, que ce soit à Sherbrooke avec Alfred Desrochers et d'autres, Trois-Rivières, ce sont des centres importants. Puis ils ont des contacts avec Montréal, donc c'est des gens qui se connaissent. Et à Trois-Rivières, il y a donc le Bien public, qui est un journal, qui est un hebdomadaire, et il y a aussi la maison d'édition. Et Clément Marchand est un poète assez intéressant. C'est pas tout bon, évidemment, mais il y a un recueil que j'aime beaucoup, c'est Les Soirs rouges, qui est un des premiers recueils où on parle du prolétariat. On est dans les années 30, là, quand même. Oui, c'est assez fascinant. Et donc, lui, attire beaucoup les jeunes, tout ça, en leur disant, est-ce que tu fais de la poésie, ça t'intéresse d'en publier, tout ça. Et Godin, qui est bien connu avec ses amis, parce qu'il a fait aussi un peu de radio, il a fait toutes sortes de choses. C'est un gars connu à Trois-Rivières, tu sais. Là, on lui dit, peut-être la poésie, ça te tente pas. Est-ce que ça te tente plutôt? Et il va en faire un premier recueil, mais c'est vraiment, je dirais presque une création ex nihilo, c'est-à-dire que ça sort de nulle part. Et le premier recueil, il est très étonnant. C'est un recueil, c'est pas catastrophique, mais c'est dans une espèce d'atmosphère médiévale très étrange. Donc, il y a des princesses, il y a des... Mais c'est ça, vous le dites dans le livre, il y a un certain imaginaire médiéval qui traverse beaucoup le discours social canadien-français. Ça, je veux qu'on développe ça parce que je l'ignorais totalement. Oui, ça, c'est intéressant. C'est qu'à une certaine époque, beaucoup avec Saint-Denis Garneau, notamment le poète, mais d'autres, dans les années 30, on va aspirer à ce qu'on appelle un nouveau Moyen-Âge. C'est assez particulier. C'est inspiré de ce qui se passe en France, notamment avec un penseur qui s'appelle Jacques Maritain, qui va avoir une grande influence
ici au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on se dit, il faut retrouver cette atmosphère d'une religiosité, d'une espèce de religion simple, donc, dépouiller une espèce de dépouillement de ce qui existe déjà. La pompe catholique exact. Qui est au Québec. Donc, retrouver ça, mais en même temps, il y a des ramifications politiques. Ouais. Par exemple, le corporatisme, retourner à des petites structures comme au Moyen Âge. Ouais. Donc, c'est cette idée aussi de retrouver Dieu. Bref, ça fonctionne bien pour des jeunes Canadiens français. Ouais. On est pendant la crise économique. Donc, les grandes entreprises, le grand capitalisme, évidemment le communisme, ça fait peur. Alors, on se dit, pourquoi ne pas aller vers cet imaginaire? Donc, ça va paraître un peu partout, dans des revues comme La Relève, mais également dans de la poésie. On en a un petit peu chez Saint-Denis Garneau. On en a clairement chez un type qui s'appelle Sylvain Garneau, qui est un poète qui est décédé trop jeune, qui s'est suicidé. Et, un peu chez Godin. Mais on voit ici ce qui ressemble à un pastiche. C'est ça. C'est ça. Il cherche et il choisit cette voie-là pour commencer. On va mettre le poète de côté. On va faire un saut dans sa carrière journalistique. Bon, il commence à Trois-Rivières. Après ça, il s'en va à Montréal. Oui. Et va participer au Nouveau Journal de Jean-Louis Gagnon. Ça, c'était vraiment intéressant. Moi la création de journaux à ces époques-là, puis on va parler après ça de Québec Presse un peu plus tard, je trouve ça vraiment intéressant, ce désir de sortir quelque chose de nouveau. Ouais. Et là, il y a une équipe de feu. C'est une équipe de feu. Paul-Marie Lapointe, qui est poète. Oui. Naïm Katane, Jean-V Dufresne, qui a chroniqué longtemps. À la fin, moi, je l'ai connu à Montréal. Moi aussi. C'est ça. Je pense que mon grand-père achetait ses recueils aussi. Il était il y avait d'humour. Oui. C'est ça. Renaud de Lapointe, Jean Paré, qui va après ça travailler au McLean et fonder l'Actualité, dont sa biographie est très intéressante. J'ai essayé de l'avoir en entrevue, mais c'est un vieux bougonneux. Jean Paré. C'est peut-être la saison 2. On s'est écrit, il avait l'air que c'est ça, un podcast. Je pense qu'il me croyait pas. Puis je disais, non, moi j'ai lu votre biographie, je l'ai adoré, j'aimerais ça qu'on parle. Bon, justement, ça n'a pas marché. André Langevin, Berthiaud, Feu, Denise Boucher, maintenant, on est obligé de dire. Depuis 2 jours. Voilà. Parlez-nous un peu de cette aventure du Nouveau Journal. C'est extraordinaire. C'est qu'il faut comprendre que Jean-Louis Gagnon, il y a une espèce de querelle d'héritier à la presse. Ouais. Et finalement, une des propriétaires décide de prendre l'argent, dire je m'en vais, je vais fonder un nouveau journal, c'est le cas de le dire. Et là, évidemment, je vais vider la salle. Là, on est à quelle année? 1961. OK. Et je vais vider la salle de rédaction de la presse et je vais faire ce nouveau journal. Wow. Quand Godin arrive à Montréal en 1961, il y a plein d'offres. Il y aurait eu, dit-il, une offre du Devoir. Ouais. Il y a visiblement eu une offre de la presse. Ouais. Il a rencontré Gérard Pelletier. Pelletier lui aurait dit « OK, oui, parfait, je t'embauche. » Mais entre-temps, il entend parler du Nouveau Journal et il est pris au Nouveau Journal. Mais là, il faut comprendre la situation. Au Nouvelliste, là, ce qu'il couvrait, c'était l'actualité municipale. Ouais. Problème d'aqueduc, les égouts, les vols, les feux. Tout brûle tout le temps à Trois-Rivières. Non, mais ça en est un running gag. Est-ce qu'il a commencé à faire des chroniques plus littéraires? C'est ça. Là, au moins, il avait commencé aussi. Il avait il y avait une page littéraire où il était quand même... Il avait 21 ans, puis il jouait un peu... il était un peu jeune con. Il jouait un peu je connais la littérature, mais bon. Puis je vais faire des petits pamphlets parfois, des coups de gueule. Contre les beats, par exemple, ça devient un peu... Alors qu'il va faire la même chose 2 ans plus tard. Mais tout ça pour dire qu'il passe de ça au Nouveau Journal où il couvre le monde théâtral. Alors là, c'est un univers. Il passe des aqueducs à Elia Kazan, avec qui il prend une bière. Puis évidemment, c'est un journal qui est très beau aussi. Donc, il y a un souci. Les photos, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit les photos dans le journal, puis le journaliste est dans la photo. Donc, il y a une discussion avec... il y a plein... Alors, le problème, c'est que c'est Madame Tremblay, qui, elle, à un moment donné, ses sœurs lui disent, tu sais, pour assurer ton ciel, là, peut-être que de donner de l'argent à quelqu'un d'autre qu'à un communiste, parce qu'évidemment, à l'époque, Jean-Louis Gagnon, qui est passé d'ailleurs par tous les côtés là, idéologiques, est considéré comme un homme de gauche, un communiste même. Alors là, ses sœurs disent « Hey, fais attention ». Donc, elle va retirer ses billes du Nouveau Journal. Donc, ça aura duré 9 mois. Ah, c'est fou. C'est dommage. Puis il y avait comme
vous avez évoqué toute la série des Ah oui. collaborateurs. Ah ouais. C'est impressionnant, Ouais. c'est des grands noms. Et malheureusement, ça ne dure que Ça n'a 9 pas mois. pu, donc, sans Non. Madame du Tremblay, ça n'a pas pu Non. survivre. Est-ce que c'est à cette époque-là qu'il rencontre Pauline Julien? Ouais, mais là, c'est ça qui est un peu difficile. Godin, bon, l'histoire de leur rencontre, il y a plein de légendes, Ouais. il y a plein de versions. Ce qui est probablement arrivé, c'est qu'il l'a rencontré une première fois en 1961, quand il était au Nouvelliste. Ouais. Donc, il couvre l'actualité aussi, donc pas juste les Ouais. égouts, il couvre aussi les spectacles. Puis, il découvre Pauline Julien qui fait son tour de chant à Trois-Rivières. Et là, il écrit un texte qui est c'est drôle. Tu sais, il la compare à Camus, tu sais, mais c'est une espèce de déclaration d'amour sans aucune espèce de neutralité. Il aurait parlé un peu, mais ça reste là. Puis Ouais. Il s'est servi de sa tribune. Ouais, exactement. Mais il va se resservir de sa tribune un peu plus tard. Parce qu'en 62, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que là, il est au Nouveau Journal. Ouais. Puis il crée un texte contre l'amant de Pauline Julien dans une pièce de théâtre. Donc, le comédien. Comédien, oui, faut être clair. Le comédien. C'est pas un personnage d'amant. Non, c'est ça, oui, excusez-moi. Pauline joue avec son amant. C'est ça. Ouais. C'est l'opéra de Ketsu, d'ailleurs. Ouais. Et Godin fait un texte assez violent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pauline Julien appelle Gérald Godin pour l'engueuler et le rencontrer. Et c'est le début d'une relation de 32 ans. Est-ce que c'est un coup de foudre? Je pense pas parce que Pauline Julien, il y a eu des citations. Elle a quand même 10 ans de plus que Godin en plus. Oui, elle a des enfants. Elle a des enfants. Ouais. Elle est séparée, Ouais. mais elle a des enfants. Et là, Godin va se retrouver là-dedans, lui, à Montréal, avec 2 enfants, des adolescents. C'est pas petit, il y a 20 quelques années. Là, il devient comme père de famille. Dans la correspondance, c'est drôle parce que des fois, il est comme, je me sens comme un bon père de famille. C'est presque édifiant. À d'autres moments, il est comme, je suis plus capable. Parce qu'il me gosse. Il me gosse. Et ça, pour revenir juste un peu au Nouveau Journal. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en 62, quand ça ferme, qu'est-ce qu'il fait, Godin? Il n'a plus de job. Fait que là, il se retrouve à retourner à Trois-Rivières. Alors là, c'est évidemment, il se sent comme un loser. Là, Pauline Julien, là, il essaie d'entretenir la relation, mais c'est pas évident. Fait que là, il se sent vraiment, puis là, il écrit des lettres, il dit, ah ouais, je passe mon temps à parler de Marx à tout le monde pour les fâcher, tu sais, l'espèce de petit bum, là, qui essaie de montrer je suis bien différent. Parce que la politique commence à l'intéresser à l'époque, là. Oui, tranquillement. C'est pas très présent encore. Mais ça s'en vient. Ça le titille. Ça s'en vient. Et la porte d'entrée, c'est le fédéralisme. C'est le fédéralisme. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Parce que la famille de Godin, son père est un membre en tout cas, est un fervent admirateur de Duplessis. Oui. Duplessis, c'est... Godin aussi. Gérald Godin aussi. Tout à fait. Oui. À l'époque, oui. Ouais. Parce que, et ça, j'ai voulu le montrer dans le livre, c'est important, c'est que c'est vu comme une espèce d'oncle bienfaisant. C'est le type qui est partout à Trois-Rivières. Ouais. Tu sais, on faisait la blague en disant qu'il lançait des sous aux enfants. Ouais. On me racontait que c'était pas ça, dans le fond. Il rencontrait les enfants, il leur donnait des sous, mais tu sais, leur posait des questions. Comment ça va? Est-ce que ton père va bien? Puis il se souvenait de nom de tout le monde, évidemment. Ouais, alors, l'image que tu avais de Duplessis à l'époque, c'est une image d'un oncle plutôt sympathique. Et Godin, plus tard, va dire, ah ouais, il nous écœurait, on l'aimait pas. C'est pas vrai. Non. À l'époque, il y avait vraiment... Il était apprécié dans ce milieu-là. Donc, pour lui, c'est le fédéralisme parce que ses modèles, surtout quand il devient, il y a 21, 22 ans, c'est des gens comme Pierre-Éliott Trudeau et Gérard Pelletier. Ouais. Parce que lui va s'enticher de tout ce qui... il va aller il va apprécier tout ce qui est autour de Cité Libre. Oui. Et là, la revue... Cette prestigieuse revue. Alors là, pour lui, le nationalisme, c'est dangereux, c'est pas important, il faut être rationnel, il va s'intéresser un peu à la laïcité, mais il suit ses maîtres comme Trudeau. Et il va écrire des textes, en tout cas au moins 2 textes dans Cité Libre, qui sont extrêmement mauvais. Qui donne l'impression d'un étudiant maladroit. Et c'est intéressant de le constater. Parce que le gars écrit des textes qui ont vraiment de l'allure dans le Nouvelliste, ailleurs. On parlera de parti pris tantôt, mais parti pris, déjà, il y a des trucs qui sont quand même pas mal. Et quand il écrit à peu près au même moment dans Cité Libre, on dirait qu'il y a 12 ans. Puis qu'il s'adresse aux grandes personnes. C'est très étrange. Donc, on voit qu'il y a une réelle... En fait, c'est un désir de se mouler dans des idées qui l'attirent, mais qui n'a pas peut-être... qui ne s'est pas approprié complètement. Non, exactement. Exactement. C'est pas... Son esprit n'est pas encore formé politiquement.
La révolution tranquille, quand je l'enseigne, je dis toujours, il faut faire attention, c'est un long processus, c'est un long parcours. Certes, mais ce que j'ai compris, je pense, avec la biographie, je m'en doutais, mais je l'ai bien vu, c'est comment les choses vont vite. Ah ouais. Et Godin le montre parfaitement, ça. Ouais. 61, un peu jeune con, contre les beats, veut pas lire certaines... Ah oui, très misogyne dans ses lectures, Oui. surtout sur Marie-Claire Blais. Venez plus tard aussi, oui, il faut quand même le dire. Là. On en reparlera si tu veux. Et en même temps, c'est ça, c'est que là, en quelques années de fédéraliste, et là, au contact de gens comme Gaston Miron à Montréal, avec d'autres. Pierre Vadeboncoeur, je pense, la ligne, c'est-tu la ligne du risque? Qui va lire à ce moment-là, mais Vadeboncoeur va avoir un tout petit peu plus tard dans sa vie. Okay. Mais tu as raison de le dire, on est un peu dans cette espèce de milieu montréalais qui n'est pas très grand. Ouais. Puis Godin est brillant. Ouais. Puis là, se retrouve, on disait tantôt qu'il se sentait loser à Trois-Rivières. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Il est rentré à Radio-Canada dès 1963. Donc là, il est comme recherchiste? Comme recherchiste à l'émission Aujourd'hui, qui est la grande émission d'information. En fait, son travail de recherchiste, c'est un travail de journaliste. C'est un type, donc, c'est à peu près 22. Et cette émission-là est fascinante. On peut recevoir Henri Richard, puis le lendemain, recevoir Lucien Goldman, le surlendemain, recevoir... ça va dans tous les sens, mais c'est d'une intelligence extraordinaire à heure de grande écoute. Et Godin est là-dedans. On n'est plus là-dedans aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas aujourd'hui comme émission, malheureusement, mais c'est assez... Et Godin a conservé tous ces dossiers de recherche fascinants. Alors là, il travaillait. Donc, tu vois, il est dans ce milieu-là. Et là, tranquillement, puis il n'est pas au RIN. Ça ne l'intéresse pas, visiblement. En tout cas, j'ai pas de preuve qu'il a été au RIN. Bourgault et lui, ça ne marchera jamais. Mais là, il y a un petit épisode NPD qui est un peu étonnant. Et là, on voit qu'il se cherche. Il n'est pas tout seul. À l'époque, la NPD, c'est quand... Est-ce que c'est la grande époque? Non, ça commence, le NPD. Il y a eu les partis, dont le CCF. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, j'allais dire, oui. Ça, c'était super important. Surtout dans l'Ouest canadien. Oui, c'est ça. Mais là, il a donné naissance, dans le fond, au système de santé publique. Exactement. Ce qui va se passer à un moment donné, c'est que on va fonder le NPD, le nouveau parti, en 61, je me souviens bien. Alors là, ce parti-là, qui, oui, effectivement, est né du CCF, il y a des gens là-dedans, notamment Robert Clich, moi, que j'aime beaucoup, qui était à ce moment-là, qui était avocat, un gars de la Beauce, truculent. Il va être la figure du NPD au Québec. Et plusieurs vont embarquer, à un certain moment, on va retrouver, on parlait de Vadeboncoeur, Vadeboncoeur va être là, Chartrand va être là pendant un certain temps. Mais rapidement, ces gens-là, dont Godin, vont comprendre, vont constater que ils ne comprennent pas la réalité québécoise. Ça va toujours être le problème du NPD encore aujourd'hui. C'est que la réalité québécoise, elle n'est pas... Ils l'ont pas. Je dirais que je suis pas sûr qu'ils comprennent la réalité canadienne aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Commentaire éditorial. Mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, rapidement, on délaisse le NPD. Et là, il y a une guerre intellectuelle entre Cité Libre et Parti pris. Et là, ça, c'est fascinant. Et ça, j'imagine que Godin, ça le titille. Là. Ça le titille. C'est fascinant. Parce que Godin, et donc, je le disais, à Cité Libre, tel un étudiant de 17 ans, et en même temps, il voit... Il faut comprendre que Parti pris est lancé au mois d'octobre 1963. Ça se prépare pendant l'été, évidemment. Puis, il est à Radio-Canada, il connaît tout le monde. Donc, André Major, qui est aussi romancier. On a reçu à la balado. Ah oui? Ben oui, pour ses carnets. Ah oui, ben oui. Au début. Oui, super intéressant. Vraiment. Vraiment intéressant. Il était très généreux aussi, parce qu'on a parlé un peu, évidemment, de Godin. Puis, il dit à Godin, regarde, voici ce qu'on veut faire. Puis là, Godin dit, moi, tout ce que vous dites, je suis contre. Je suis pas d'accord avec vous. Mais il dit, essaye donc quand même de participer. Et là, il va se retrouver presque simultanément à Cité Libre et à Parti pris. Mais rapidement, on va délaisser Cité Libre parce qu'il se rend compte, et ça, il faut vraiment pas minimiser la chose, il y aura une trahison chez Godin, pour Godin, c'est-à-dire de la part de Trudeau. Et Pelletier. De ces gens qui ont voulu encourager les jeunes, parce qu'on disait ça dans les revues, vous avez 20 ans, on veut vous entendre. Puis à partir du moment où les jeunes ont un petit peu trop approché le nationalisme, ils se sont fait vraiment saquer. Ils se sont fait dire, vous êtes des... Alors, et en plus, la crise d'octobre, il va être arrêté, il va être mis en prison, on en reparlera. Mais
Alors, pour lui, Godin, c'est une espèce de trahison monumentale. Je comprends. Alors, ça va être dur. Ouais. Mais là, il passe à Parti pris, et c'est intéressant parce que Parti pris, ce qu'il fait d'abord, c'est des textes, des nouvelles. Ouais. Donc, ce qu'il avait le goût de faire dès le départ, Ouais. et ils sont assez réussis. Intègre un peu de joual. Il va faire tranquillement des chroniques. Il va être apprécié. Et bon, ben finalement, ben là, on l'associe carrément à Parti pris, et Strilib prend le bord, carrément. Ouais. Ouais. 1966, Ducharme est publié chez Gallimard. Et là, c'est le choc au Québec. C'est le choc. Ils vont devenir amis. Oui. Ça, c'est fou. C'est une étrange histoire, mais en même temps qui s'explique parfaitement. Ouais. Mais parce que Godin, c'est un excellent journaliste. Ouais. C'est un très, très, très bon journaliste. Puis, il a ses contacts. Ouais. Alors là, parce que le monde capote. Là, ça capote. Parce qu'on ne sait pas comment un gars pas scolarisé peut avoir une écriture aussi mature et être publié en France. Là, on est à des années 60. Là. Le rapport à la mère patrie, j'imagine, avec le nationalisme, là, ça titille des sensibilités. Ça se peut pas pour plusieurs personnes. Les critiques ne le croient pas. Ah ouais. On dit que c'est Nam Katan peut-être qui se cache. Ouais. Il y a eu plein de puis ça a duré longtemps. Là. Jusqu'au début des années 2000. Oui, je me souviens à un moment donné, c'était Luce Guilbeault qu'on disait « Ah, c'est elle », tout ça. Ou le gars qui animait la ligne ouverte le midi dans le temps à Ici Première. Il y avait une ligne ouverte sur l'actualité. Il s'appelait Jean... Ah oui, oui, je sais de qui tu parles. Jean Pelletier? En tout cas, de Jean Racine. Oui, Jean Racine. Que j'adorais. Oui, c'est vrai. Et c'est les dernières rumeurs, ça pourrait être lui. Ouais. Ça perdurait, là. Parce qu'on ne pouvait pas penser qu'un type qui a une 12e année puisse faire ça. Il y a 25 ans, en plus. Ah ouais, c'est ça. Alors là, Godin, il fait aller ses contacts. Puis finalement, il joint sa famille. Et puis, ils vont manger ensemble. Et ça clique. Ça clique. Et là, il va faire, je pense, si je ne me trompe pas, il a fait dans sa carrière 6 entrevues du charme. Godin, donc, va devenir ami avec lui, mais c'est compliqué parce qu'il passe son temps à lui envoyer des lettres en disant ben là, ça ne marche pas notre relation, là, ça marche pas. Et, par contre, ça va être un intime à partir du moment où on se retrouve au Carré Saint-Louis, où Godin habite avec Pauline Julien. À l'époque, c'était abordable. Oui. C'était même des, comme on dit, des nids à feu. Oui. Mais c'était donc ce milieu-là, et ils sont restés amis jusqu'à la fin. Il y a une très belle lettre, j'en parle dans la bio, je la cite, on est en 94 à la fin, où justement Ducharme parle à Godin ou envoie un message à Godin qui est très touchant, parce qu'on comprend bien qu'il va bientôt mourir. Et cette relation-là est extraordinaire. Il parle du fait, par exemple, qu'à un moment donné, Godin dit « Ah oui, Régent a adopté une mouche dans la maison. » Puis là, il parle de ça. Mais c'est extraordinaire. C'est une espèce de côté complètement côté et qui aide Godin, des fois, en politique, parce que frustration, tout à coup, t'arrives l'autre qui te parle de sa mouche qu'il vient d'adopter, ça change la donne. C'est vraiment drôle, ça. Mais donc, il va rester tout le temps comme ça, près de lui. C'est une amitié sincère. On a parlé de Parti pris. Parti pris va développer une portion édition. Que Godin va dire. Là, je fais des sauts parce que, il faut lire la biographie. Là. Je veux pas qu'on décortique tout. Fait que je fais des sauts dans le temps. Mais ça, c'est... En fait, on sent quand on lit la biographie que c'est... Je sais que ça va cliché ce que je vais dire, mais c'est un enfant du siècle, Godin. C'est-à-dire que sans trop savoir où il va, il arrive toujours à bonne place. Et là, il va devenir éditeur. Va publier un peu n'importe quoi, mais aussi Nègre blanc d'Amérique. C'est fou. Exactement. C'est enfant du siècle. T'as raison, vraiment. Je sais que c'est cucu comme formule. Non, mais c'est intéressant ce que tu veux dire parce que il a été chanceux en même temps. C'était un gars brillant comme lui. Puis, ça va être cliché de le dire aussi comme ça, mais une personne gentille, sympathique, cool, se retrouvait au bon endroit. Puis effectivement... Plusieurs fois, là. C'est ça. Puis on disait, OK, tu travailles bien, t'es intelligent, ce que tu fais, ce que tu écris est bon. Let's go, on continue. Donc, à l'ONF, après, tout ça. Bon, donc là, il se retrouve effectivement au bon endroit. Puis à Parti pris, c'est quoi la mission des éditions? C'est ça, c'est intéressant. Au départ, ils veulent faire une maison d'édition révolutionnaire, c'est-à-dire avec des manuels, comment faire la révolution, comment lancer une grenade. Et des trucs d'Amérique latine, j'imagine. Exact, qu'on veut très traduire. inspiré, puis on va peut-être les carnets du Che, par exemple. Et au début, ça fonctionne plus ou moins bien parce que c'est pas Godin qui est là, c'est un type qui est décédé il y a pas longtemps, qui est devenu par la suite archéologue, Laurent Giroir, puis que ça l'intéresse pas tant que ça, puis il s'en cache pas, là, c'était pas son affaire. Fait que Godin va arriver, puis
Il va dire, non, attends un peu, là, on peut pas juste faire publier des trucs sur la guerre. Bon, Ouais. on va faire paraître à la fois des recueils complètement pétés de Denis Vanier, Ouais. mais en même temps Clémence Desrochers. Ouais. On va faire paraître les carnets politiques de Jean-Marie Nadeau, qui est le père de Pierre Nadeau, Ouais. Ah, qui était un des disons, une des, comment dire, figures importantes du Parti libéral juste avant la Révolution tranquille. Ouais. Mais tu sais, c'est préfacé par René Lévesque. Donc, on est dans une maison d'édition. Il va assurer la pérennité de cette maison-là en publiant, tu as raison de le dire, surtout dans les années 70, n'importe quoi, mais aussi le Nègre blanc d'Amérique. Ça, c'est fou. Et ça, c'est particulier parce que il est important là-dedans parce qu'il a... Bon, oui... Oui, non, c'est ça. Il a joué un rôle d'éditeur. C'est ça. Vallière, ce qu'il fait en prison, il faut bien comprendre que oui, il a écrit une bonne partie, tout ça, mais Godin va mettre l'accent sur la partie la plus intéressante du livre, à savoir l'autobiographie. Ouais. Ton ressenti. Oui, c'est ça. Ton feeling. Comment tu as vécu ton feeling avec Jacques Cartier? Ouais. J'ai une anecdote là-dessus parce qu'à un moment donné, Charles Gagnon, qui, bon, la filière, la cellule Vallière-Gagnon, Charles Gagnon, lui, il écrit à Godin, il dit, écoute, il le voit un peu comme son laquais, là. Il lui dit, écoute, là, nous, on fait du révolutionnaire, puis faut que tu publies ça, on a écrit ce petit livre. On veut ça comme ça. Ouais, puis tu sais, c'est pas très bon ce qu'on a écrit, mais c'est pas grave, il n'y a pas de littérature révolutionnaire au Québec. Et là, Godin lui répond une affaire extraordinaire, il lui dit, écoute bien, là. Chumé. Écoute, chumé. Si le livre de Pierre Vallière est bon, c'est parce qu'il parle de lui. Ce que vous dites de révolutionnaire, tout le monde le dit actuellement. Il n'y a rien de neuf dans ce que tu me dis. Alors, retravaille le truc et renvoie-le-moi, s'il te plaît, si tu veux. Alors, Godin a quand même ce réflexe. Et Godin est allergique aux théories mal plaquées. Et ça, c'est drôle parce que c'est dès le départ. Même en poésie. Dans les années 60, quand il y a l'Hexagone, par exemple, on a une vision assez particulière, tout ça. Lui, il n'embarque pas là-dedans. Pour lui, on n'est pas dans une situation pré-révolutionnaire au Québec, alors que certains le croient. Ben oui. Puis là, il va au mouvement de libération populaire. Puis là, il voit les gens dire, OK, on est prêt bientôt. Non. Pour lui, ça n'a aucun sens. Il dit à Jacques Ferron, j'adore la phrase, il va dire quelque chose comme, faut vraiment pas te tenir... En tout cas, comment il dit ça? Il faut vraiment se tenir devant l'arrêt d'autobus chez Dupuis-Frères un vendredi après-midi pour comprendre qu'on n'est clairement pas dans une situation pré-révolutionnaire. Ce qu'eux ne font pas visiblement. Mais non. Bon, on l'a mentionné tantôt un petit peu, il a été recherchiste à Radio-Canada, à l'ONF. Et encore une fois, il va être au centre de deux affaires qui... X13. Il a été recherchiste. Eh oui. X13. C'était ça, oui. Un film que j'adore. Mais je pense qu'il faudrait faire une émission sur X13. Ah, éventuellement, oui. Oui, parce Vraiment. que moi, puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur les fascicules. Hein. Oui, tout à fait. Ah, mon Dieu, ben oui. Ah, il y a de la D'ailleurs, matière. parce qu'ici, là, on est dans votre maison à Deschambault. On est à côté d'une brocante. Ouais. À l'île d'Orléans, il y a un brocanteur qui a des caisses et des caisses et des caisses de X13. Ah ouais. Puis il vend vraiment pas cher. Et il va... c'est l'époque où Pierre Junot est là, qui va donner les Junos. Oui. Je savais pas ça. Oui, tout à fait. Les Junos, là, le prix des Junos, c'est en hommage à Pierre Junot, parce qu'après ça, il a quitté l'ONF, puis il est allé... je sais pas si c'est l'espèce de dadisque canadienne, là, mais il était impliqué en musique. Et là, il va travailler aussi sur Entre la mer et l'eau douce, où il va y jouer. Steve! Un étrange film. Oui. Et il va devenir recherchiste pour un projet qui s'appelle Les Informateurs. Oui. Il va devenir On est au coton. On est au coton. Faut parler de ça. À l'origine, c'est un documentaire qu'on voulait faire sur les technocrates, en fait, sur les artisans de la modernité. Oui. Et Denis Arcand va faire dévier le projet. Exactement. Au départ, on se dit, bon, ben là, au Québec, on a une situation intéressante avec le textile. Oui. Ça va pas très bien. Il y a évidemment une concurrence importante déjà de l'Asie, tout ça. On va réunir... En fait, c'est les débuts de la dévitalisation du secteur manufacturier là, avec le textile. Exactement, puis on le voit très, très bien dans le film. Ouais. Alors, il se dit, on va réunir des technocrates, des gens connaissants, faire une espèce de livre blanc, ou en tout cas. Ouais. Mais ça dévie assez rapidement. Ouais. Et il va aller filmer davantage sur place. Puis là, je vais faire une parenthèse parce que le film, la trilogie de Pierre Perrault sur l'Abitibi, c'est exactement le même pattern. On voulait filmer la baie James. Il n'y avait rien d'intéressant dans l'œil du documentariste. Ça a dévié. Et je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore possible, mais il faut quand même saluer, avec toutes les tensions qu'il y a à l'ONF, cette
possibilité-là de partir un projet puis de leur virer et que ça donne des grandes œuvres. Effectivement, à cette époque-là, il y a une liberté. Ouais. Je ne sais pas si elle existe encore. Évidemment, il y a eu toutes sortes de cas. Hein. On est au coton, Oui, notamment on va voir que ça va mal finir, là. Oui, mais pendant un certain temps. Oui. Mais n'empêche, elle a comment fonctionner. Fait que là, Arcan, d'ailleurs, on est dans le domaine d'Arcan. Tu sais, en face, c'est sa maison. Ah oui? C'est sa maison. Il est né là. OK. Là, je pointe, mais OK. ça, on est dans un podcast. Ah ouais? Puis c'est son ancienne maison. Ah Arcan, bon, OK. qui est juste là. Fait que là, ah On oui. est- Et Bernard aussi. Hein? Oui, toute la famille était dans le coin. Un chic type, Bernard. Oui, Ouais. tout à fait. Bon, refermons Ouais. refermons la parenthèse des Chambaud. Ouais. Mais donc, Arcan se dit, ça me prend un type qui est capable d'aller, mettons, je sais pas, à Sherbrooke, Ouais. qui est capable d'aller à Valleyfield pour comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Et ça, Arcan, il était vraiment cool avec moi parce Ouais. que j'ai eu une longue entrevue avec lui pour m'expliquer comment ça fonctionnait. Il dit, j'envoyais Gérald 3 jours à l'avance, 2-3 jours à l'avance. Et là, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait toujours chez les journalistes. Ouais. Il se présentait comme journaliste. Ouais. Comment ça marche ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le chef politique? Est-ce que l'Union nationale est encore assez puissant? Qui a le patronage? Tout ça. Et là, 2 jours plus tard, Arcan arrivait pour filmer, puis il disait à Godin, qu'est-ce que je dois filmer ici? Ouais. Là, Godin, il dit, voici. Là, c'est ça le boss. Ouais. Lui fait ci. Alors, ça a donné une connaissance intime ouais. du milieu. Ça Ben donne ouais. un film extraordinaire. Ben oui. Puis une des grandes aussi, comment dire, ce qui a vraiment été important, c'est la redécouverte de Madeleine Parent. Ouais. Parce que Madeleine Parent, Ça, c'est vraiment intéressant. ça c'est intéressant parce que Madeleine Parent, là, ça a été la bête noire de Duplessis. C'est Oui. une jeune Ben femme, oui. Ben oui. frêle, Elle va qui être était emprisonnée. emprisonnée, Ouais. accusée de sodomie. Ouais. On ne sait plus quoi faire avec cette femme syndicaliste. Et elle va quitter. On parle, excusez, on accuse une femme de sodomie. Ouais. Ça vous donne une idée comment on est démunis, là. C'est ça. Oui, c'est non, mais c'est Pour trouver un prétexte, oui, là. non, mais je sais. Oui. Duplessis avait, il y avait tout un petit livre avec plein de possibilités. Ouais. Mais il était rendu effectivement celle-là. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, elle va quitter avec son mari, elle va aller en Ontario. Ouais. Et là, Gérald Godin va penser à elle, va dire, il faudrait la faire revenir un peu. Parce qu'elle avait été oubliée. Ouais. Puis c'était des crises, c'était des grèves des années 50, le textile notamment à Louisville, tout ça en 52. Ouais. Donc, il la C'est une ramène. femme, hein, je veux dire, donc. Oui, c'est ça, invisibilisée, Oui, ce que voilà. tu veux. Ouais. Et là, il va la ramener dans le film. Ouais. Et là, elle va retrouver, elle va être très contente d'ailleurs, et elle va le dire à Godin, elle retrouve le Québec un peu. Ouais. Et là, elle va même revenir un peu s'installer au Québec. C'est fou. Parce que là, elle comprend que ces gens-là Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, Ouais. puis que ces luttes-là ne sont pas oubliées. Ouais. Et donc, le film permet de faire le lien, justement, entre Louisville 1952 Ouais. puis Louisville 1950. Ouais. Alors, ça donne un film extrême. C'est un de mes. Je pense que c'est mon film préféré d'Arcan. Ah ouais, hein? Ouais. Fiction, documentaire, ou documentaire? Documentaire. Plus que le confort et l'indifférence? Je pense que oui, en bout de ligne. Il va falloir que je l'envoie au Netto-Coton. Cela dit, vous le dites dans le livre, on a parlé de Vallière tantôt. Ouais. Ils vont tenter de faire un tournage en Caroline du Nord Oui. pour montrer un peu comment le parallèle entre la condition Ouais. des Canadiens français et des Afro-Américains Ouais. est peut-être à ses limites. Ouais. Ils se disent, hey, on va aller filmer des ouvriers noirs en Caroline du Nord Ouais. À la Cannon Mills. Ouais. Et ils vont se rendre compte de quelque chose qui va peut-être arrêter Oui. la comparaison. Ben, il n'y a pas de travailleurs noirs dans Non. l'usine. Ils n'ont pas le droit de Ils n'ont rentrer. pas le droit de rentrer. Ouais. Donc là, ils se disent, notre parallèle est un peu tombé à l'eau. Donc, il n'y en aura pas de scène de Caroline Non. dans le film. Voilà. Mais reviennent donc avec ce film-là. Ouais. Et là, évidemment, C'est Sidney Newman qui est à la tête de l'ONF, qui est pas quelqu'un de très ouvert Non. à la réalité francophone. ben, surtout qu'ils ne parlent pas français. Bon. Ce qui est toujours un petit obstacle. Ouais. Mais là, c'est l'époque, effectivement, de la censure. Ouais. Et le film, donc, on est au coton. Il y a un premier visionnement avec les gens d'industrie, Ouais. tout ça. Ça passe plus ou moins. On fait des Ils coupures. vont se rendre compte que c'était pas un infopub. Oui, ben c'est ça. Parce que évidemment, c'est des gens brillants. Arcan, Ben Godin, c'est des gars qui savent Des se ratoureux. présenter. Ouais. Tu sais, veston-cravate. On travaille en plus. C'est fédéral. Ouais. Hein, ça, Ah oui. Ah oui, alors Fait que on c'est- vient fait- faire un film sur le textile. Ouais. Donc, ils ont accès au président de la Dominion Textile. Ouais. Et ça, pendant plein d'entrevues. Puis Ouais, le gars ouais. est généreux dans son explication. Il dit, j'ai commencé à... Il est pas à sur dou- ses gardes. là. Non, du tout. À 12 ans, j'ai commencé ça. J'ai été moi-même employé. Ouais. Et là, on le suit dans la version plus tard qu'on va retrouver, mais dans les versions, on le suit dans sa voiture, Ouais. son appartement, tout ça. Alors là, lui, évidemment, il capote. Ouais, Il comprend que ouais. ce n'était pas, comme tu dis, une infopub. Non. Alors, on fait quoi?
Ben, évidemment, Newman, tout ça, ces gens-là se connaissent. Censure. Oui, carrément. Carrément censuré. C'est à la même époque, quelques temps plus tard, il va y avoir toute la question de 24 heures ou plus. Oui, de Gilles Groux. De Gilles Groux, Ouais. que Godin va aller voir en se cachant dans une salle de l'ONF, en se faisant sortir à coup de pied. Puis ils montent ça la nuit, en secret. Ouais, ils disent, là. Ouais. C'est une drôle d'époque pour l'ONF. Et par contre, comme le disait Arcan, c'est le début aussi de la vidéo, ce qui permet de... On a beaucoup diffusé, on est au coton, sous le manteau. Ouais, bon, puis en 76, finalement, dans une version à peu près expurgée, on va faire... Bon, le film va sortir, mais là, déjà 6 ans plus tard, ça n'a pas du tout le même impact. Mais Godin est au cœur de ça. Et un personnage, parce qu'on le voit aussi dans le film, on le voit... la fois que j'en vois, ça fait trop longtemps. On le voit... D'ailleurs, c'est une des premières scènes, c'est Godin qui entre dans l'usine à Quaticook. Quand ça fonctionne, le bruit dans... C'est une truand. Puis là, ça coupe, puis là, on voit qu'ils sont en train de défaire les machines. Alors, moi, je trouve que c'est un très bon film. Il faut. C'est très long. Oui. On a effleuré Québec Presse. Oui. Ou en tout cas, sa carrière journalistique. Québec Presse aussi, c'est toute une aventure, ça. C'est vraiment une grosse aventure. Qui va durer plus longtemps que celle de Jean-Louis Gagnon. Oui, tout à fait, mais ça ne sera pas facile. Non. Vraiment pas. Alors, on est dans le contexte. On est en 68, 69. Oui. Godin est toujours à Radio-Canada. Il est devenu chef recherchiste de l'émission Aujourd'hui. Et là, on l'invite à une émission à la radio de Radio-Canada en anglais. Puis, il varlope un peu trop Pierre-Éliott Trudeau. Et ça ne plaît pas. C'est le début de la chasse aux souverainistes à Radio-Canada. Certains, Jacques Larue-Langlois va perdre sa job. Il y a plein de... Bon, ça va commencer. Hein. Trudeau disait, je pourrais mettre un vase chinois à l'écran, ce serait plus intéressant que ce qu'on envoie à Radio-Canada. Et là, il y a une... Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit à Godin, tu peux pas faire ça. Tu es rétrogradé. Tu redeviens recherchiste. Là, évidemment, Godin commence à regarder ailleurs. Fait que l'ONF va arriver à ce moment-là. Mais après, l'ONF, ça dure pas très longtemps. Puis c'est des mandats qui c'est très inégal aussi. Le salaire, des fois, il est très bien payé. Des fois, c'est des pinottes. C'est ça. Il s'en sortait pas. C'est un pigiste, là. C'est un pigiste. Puis à l'époque, c'était pas si mal. Oui. Comparé à aujourd'hui. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en 69... c'est pas lui qui parle la chose, mais quand même, il entend parler de cette nouvelle. Et là, c'est Québec Presse. Qu'est-ce que c'est que Québec Presse? Au fond, les syndicats vont se mettre ensemble, ou à peu près, en disant, ça nous prend, je vais résumer ça comme ça, un journal de Montréal de gauche. Ça nous prend un journal pour les travailleurs. Donc, il y a de la... Qui vont vouloir lire. Donc, c'est pas le devoir. Non. Il y aura là-dedans du sport, des pages centrales de filles en bikini, des commentaires misogynes de mon oncle. Tout y est. Mais c'est vrai, quand on lit ça. Mais en même temps, une enquête sur les coops et sur... Alors là, ça donne une drôle... En fait, c'est du journalisme populiste de gauche. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. 69, ça commence. Donc, c'est un hebdomadaire, puis une édition aussi du dimanche. Donc, on va d'ailleurs faire une énorme gaffe. On va annoncer le décès de James Richard Cross. Oui, il va y avoir des grosses erreurs. Il y a des erreurs parce que là, on fait ça un peu... Ils sont sloppy. Ils sont un peu dans... C'est la brousse. Hein? Puis Godin est assez sloppy dans sa gestion. Il n'est pas directeur à ce moment-là, mais il est rédacteur parce que c'est autogéré. C'est ça la question aussi. Donc, il n'y a pas de directeur, ce qui fait que c'est le bordel des fois. On cherche Godin, il est aux danseuses, pour vrai. Il n'a pas fait son texte, il faut qu'il le remette. Bon, c'est vraiment... c'est la jungle, par moment. Mais, il y a des articles là-dedans. Godin fait quelque chose qu'il n'a pas fait avant, c'est du journaliste d'enquête. Puis du vrai journaliste d'enquête. Et là, commence à tirer à boulet rouge sur toutes sortes de choses, notamment les libéraux de Robert Bourassa et la famille Simard. Hein, c'est la belle famille de... Les chantiers navals à Sorel. Et là, il y a des rumeurs que le mariage est un peu arrangé pour aider financièrement Bourassa pour son ascension politique. Exactement, il y a tout ça là-dedans. Alors là, c'est sûr, puis il y a toutes sortes de scandales, des terrains qui sont échangés entre différents... la SAQ, il y a des... Chaque semaine, donc, on réussit à trouver des choses. Et Godin, donc, développe vraiment cette espèce de... des qualités de journaliste d'enquête un peu avant le temps. Puis c'est drôle parce que il cherche toujours un peu de job, c'est pas si payant que ça. Québec Presse, il va être chargé de cours, puis professeur à l'UQAM quelque temps. Et ce qu'il va enseigner, c'est la première fois, c'est le journalisme d'enquête. Parce qu'il
est capable, il comprend, il est brillant. dit on va chercher dans les comptes publics. C'est la pire chose à lire, les comptes publics, parce que c'est fait pour mêler les gens. Qui a fait son début politique avec ça? C'est Duplessis. Bien sûr. Voilà. Ouais. Les comptes publics, c'est fait pour mêler le monde. Ouais. Pour pas savoir qui dépense comment. Ouais. Mais quand tu t'y mets, puis quand tu compares, tu peux trouver des perles. Ouais. Et Godin faisait ça, entre autres. Alors, Québec Presse va être ce journal de gauche, mais au fond, on ne trouvera jamais exactement le pas de la danse. Ouais. C'est comme si il y a ce côté très populaire avec les blagues de colons, et en même temps, il y a beaucoup de sport, ça c'est parfait, mais en même temps, il y a des enquêtes donc sur toutes sortes de choses. On ne trouve pas, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a des tensions internes parce que Godin finit par devenir directeur. On dit qu'il gère mal. Ouais. Il y a des départs. Il y a des vedettes aussi là-dedans, des gens qui se prennent un peu au sérieux. Mais le genre va durer quelques années. 5 ans. Quand même. Et le grand problème, c'est l'argent. Ouais. Et là, on le voit dès 69, quand on regarde les comptes. Ouais. Dès 69, ça marche pas. Ça marchera jamais. Et ça dure quand même 5 ans. 5 ans. Ouais. Ce qui a fait mal aussi, peut-être, c'est Le Jour. Oui. Qui est un journal qui vise à peu près la même taille. Avec Yves Michaud. Yves Michaud, Oui. Jacques Parizeau. C'est un journal, donc, qu'on associe au Parti québécois. C'est la deuxième incarnation. Hein. Dans Le Jour, il y a eu... Oui, avec Jean-Charles Harvey dans les années 40. Qui est un personnage fascinant aussi, Jean-Charles Harvey. Oui. Mais pas pertinent pour notre entretien. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Bon, je veux qu'on revienne au poète, parce qu'en 70, et ça, cette partie-là de votre biographie, elle est folle. Je me suis même tapé la thèse d'Olivier Savoie. Oui. Parce que on apprend, et j'ignorais ça, que la nuit de la poésie, c'est la première fois en 70, on va voir Godin pour son poème d'énumération. J'ignorais que c'était une construction de l'ONF. Tout à fait. C'était un beau mémoire, ça. Quand j'ai lu ça, j'ai découvert bien des choses, moi aussi, là-dessus. C'est de comprendre que c'est finalement un projet de film. Oui. Donc, on dit on va réunir les principaux poètes du Québec. Parce qu'il y a eu 2 événements avant de soirées de lecture de poèmes, et Jean-Pierre Masse et Jean-Claude Labrec trouvent qu'il faut documenter ça. Oui, exact. Donc, sur pellicule. C'est ça. Donc, on va au Jésus. Oui. On est en 1970. Et qu'est-ce qui se passe? On va réunir les poètes francophones. D'ailleurs, il y a des débats. Est-ce qu'on est avec les anglophones? Gaston Miron, qui était déjà avec la gang de North Atlee, je pense. Des poètes anglophones. C'est ça. Pierre Neveu en avait parlé ici, d'ailleurs, à la balado. Oui, exact. Lui, il veut intégrer ça, mais les réalisateurs sentent que ce document-là doit témoigner de la montée du nationalisme. Mais on se rend compte que la nuit de la poésie, il y avait énormément de poètes et poétesses, j'utilise encore ce mot, et il y en a qui n'étaient pas du tout là-dedans. Ils ont été tassés du montage. Exactement. C'est une construction, là. C'est vraiment une construction parce que la poésie du pays en 1970, c'est la fin. Ouais. On célèbre quelque chose qui est déjà plus là. Ouais. Ce qui est là, c'est la contre-culture. Ouais. C'est Raoul Duguay en tricycle. Ouais. C'est Paul Chamberlain déguisé en valet de cœur. C'est bizarre. Claude... Oui, ça. Le peuple des enfants et le peuple des porcs. En tout cas. Oui. Faites vos recherches. Ouais, c'est ça. Mais on a Denis Vanier. Ouais. Alors là, on voit un poète comme, je sais pas, Miron, tu sais, bien propre, tout ça. Paul-Marie Lapointe. Paul-Marie Lapointe. Roland Giguère. Roland Giguère. Ils roulent leur air, là, ils parlent vraiment collège classique. C'est ça. C'est ça. Poésie de l'intime. Ils sont dans le montage. Oui. Mais on a joué dans l'ordre. C'est ça. C'est fou, là. Les Gatien Lapointe aussi avec une espèce de jabot. C'est très étrange. Ouais. Mais Godin, c'est drôle parce que là, il fait 2 poèmes. Oui. Et là, nous, évidemment, c'est probablement le poème le plus connu de Godin, c'est l'énumération. C'est la litanie de sacre à la fin, par ses hosties toastées de sacrement d'étole, d'hosties. Catherine Dorion, d'ailleurs, l'avait diffusé. Oui, c'est ça. Donc, ça a été repris ad nauseam. Ce poème-là, on l'a mis dans le montage comme une pièce à enlever en vue d'une négociation. Ça, c'est un bon vieux truc que j'ai moi-même utilisé dans le temps de La soirée est encore jeune. C'est que tu fais une chronique, tu mets un passage odieux. Que tu sais que tu garderas pas. Puis là, la direction fait comme non, faudrait l'enlever. OK, c'est beau. Puis le reste passe. Exactement. Bon vieux truc. Ça a été utilisé. Et le problème? Ils l'ont gardé. Ça n'a pas posé problème. Donc, ça se retrouve. Et on pensait mettre plutôt un poème amoureux de Godin, parce qu'il y en a à l'époque déjà. Mais là, l'image qu'on a de Godin, c'est pas ça. On a l'image du poème. Le seul qu'on a, puis il dit, c'est comme deuxième poème. Mais on n'a pas entendu le premier. C'est ça. C'est ça. Parce que là, ce qu'on a, tout simplement, c'est le poème, c'est L'homme enragé. Et c'est aussi passé vraiment à côté, puis j'insiste là-dessus un peu dans la bio,
c'est l'impuissance, parce que on est là, ah ouais, c'est vraiment bien, il sacre, Ouais. Il leur dit vraiment... mais qu'est-ce qu'on témoigne de quoi? On témoigne de l'impuissance. Tout à fait. Parce que devant tous ces crosseurs, devant tous les noms, la seule chose qu'on peut faire, sacré. Ouais. Ben, que je trouvais... On a mal compris, je trouve, très souvent, ce poème-là. Ouais. Je vais faire un saut parce qu'il faut évidemment parler de son élection. Ouais. Ah, juste une chose intéressante qu'on apprend dans votre livre. On a parlé de Bourassa tantôt. Les deux s'entendent bien. Oui. Ça, c'est drôle parce qu'ils vont faire une longue une longue rencontre. Oui. Que vous avez entendue. Ah, ça, c'est très, très, très drôle. Quand on fait une biographie ou quand on s'intéresse à l'histoire de manière générale, on se dit, tu sais, Bourassa, Godin. Ils ont dû. Parce que il faut comprendre que Godin va battre Bourassa dans sa circonscription. Puis il va dire tellement de choses sur lui. Puis en plus, il ne le lâche pas dans Québec Presse. Et je suis tombé dans les archives sur une très longue entrevue, je pense que c'est 3 heures. Ouais. C'est un dîner entre le conseiller Charles Denis de Bourassa, Godin, puis je pense que c'est Paul Terrien, l'autre journaliste. Ouais. Et là, tu écoutes ça, on dirait finalement 4 gars à la cage au sport qui discutent. En tout cas, Gérald, c'est Bourassa qui parle. Oui. Je te dis, j'étais fâché, puis on sait que Bourassa, à cette époque-là, voulait beaucoup jouer avec les gens en les tutoyant. Il y avait une volonté chez lui. Il a toujours fait ça. C'est ça. Ouais. Mais là, c'est quand même extraordinaire parce que ça donne une perspective complètement différente sur la relation entre les deux hommes. Ouais. Puis là, Godin dit, il faudrait que tu nous aides un peu. Les publicités gouvernementales, on n'en a pas à Québec Presse. Comment ça se fait? Oui, je vais regarder ça. Ça donne une vision complètement différente de ce qu'a été la relation entre Bourassa et Godin. Est-ce qu'on est dans la... Je dirais pas la lutte des classes, mais est-ce que parce qu'ils sont pas du même milieu, mais en même temps, ils sont issus de cette culture des collèges classiques. Oui. Est-ce que c'est pas ça, en premier, qui les unit avant ce qui pourrait les désunir? Ben, je pense qu'il y a toujours ce fond-là, effectivement, qui existe. Je pense que chez ces gens-là aussi, il y avait une connaissance au préalable, c'est-à-dire que Bourassa avait travaillé notamment avec Godin un peu à l'émission Aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, Il faisait de temps en temps, il faisait intervenir comme économiste, tout ça. Ah ouais, OK. Ouais. Ça a dû jouer beaucoup, ça. Mais je pense que de manière générale, ce vieux fond de collège classique pourrait expliquer notamment, entre autres, la relation entre Parizeau et Godin, qui était très chaude comme relation. C'était une bonne relation. Plus que l'évêque. Oui. Parce que là, on va y revenir. On y arrive. 1976, c'est son élection. Il rencontre l'évêque en 73 avec Judith Jasmin? Un petit peu avant. Okay. Un petit peu avant, c'est dans les années 60. Quand il est justement à Radio-Canada comme recherchiste. Ça passe moyen, au début. Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Pas du tout. Parce que Judith Jasmin, présente Godin à l'évêque. L'évêque, à ce moment-là, est ministre libéral. Puis Godin, frondeur, tout ce que vous avez fait pour la Révolution tranquille. Puis là, il commence à s'engueuler. Puis là, dit, bon. Et là, Judith Jasmin dit, écoute, là, tu parles de Gérald comme, je sais pas, comme Robert Rumilly parlait de nous il y a 10 ans. Tu sonnes comme un vieux réac. Franchement, René, ça reste comme ça. Relation pas très chaude. Il y a un petit peu de patinage là, dans votre livre parce qu'on se demande. Ouais, je peux le dire, oui, effectivement. Ça, c'est drôle, ça m'a été confié par un haut fonctionnaire. Confié ou confirmé? La relation. Oui, je sais de quoi tu parles. Ça a été. Il faut lire le livre. Ok, tu veux pas que je le dise? C'est pas grave, ça fait 1 an qu'il est en vente. On a eu le temps de. Empruntez-le. Mais simplement, il y aurait eu possiblement une relation entre Pauline Julien et René Lévesque. Ça, c'est étonnant de René Lévesque. Ah oui, parce qu'on le sait. Bien vu. En fait, les deux auraient dû connecter à ce niveau-là. Ouais. C'est ce qu'on appelle une expression que je déteste. Oui. Des hommes à femmes. On pourrait dire ça, oui. Mais c'est ça. Mais c'est drôle parce que oublions pas que, et on va le voir par la relation qui va continuer. Oui, ça va aller mieux après. Ils se ressemblent. Oui. Sur beaucoup d'aspects, Lévesque et Godin. Beaucoup d'aspects. Enfin. Deux bons journalistes autodidactes. Exactement. Même principe. Même mauvais goût vestimentaire. Même passion pour les hush puppies. Il y a toutes sortes de raisons. Mais bon, revenons à cette rencontre. L'évêque, ça marche pas entre les deux. Par contre, Godin va adhérer au MSA dès 1967. Donc, après au Parti québécois. Bon, lui, c'est un militant. Ça va.
Mais là, évidemment, il y a aussi toute la question du journal Le Jour. Parce que faut comprendre que Québec Presse, ça se termine donc en 74 et Le Jour est là, puis on demande à Godin de venir peut-être effectivement aider, puis là, on lui promet peut-être d'être rédacteur en chef ou directeur. Ouais. On pense aussi à Hubert Aquin, qui aurait été peut-être directeur. Je pense, évidemment, Hubert Aquin qui quittait ses emplois aux 15 minutes. Là, c'était vraiment comme... Mais c'est vrai, il partait toujours. Mais il n'aura pas le temps de claquer la porte. Le journal ferme. C'est ça. Et là, Godin est en Beaujois-le-Vert, on défend le syndicat. Et là, l'évêque, ça ne marche pas du tout. Là, on est en 76. Mais il y a des amis qui disent à Godin, tente pas la politique. Il s'était présenté notamment, c'était même pas présenté, mais il s'était intéressé beaucoup à l'époque, le parti de... Voyons, le nom m'échappe, non pas le parti de Jean Doré. Voyons, le RCM. Ah, l'RCM, oui. Oui, donc il avait tenté un peu la politique municipale. C'était un parti quand même... C'était plutôt à gauche à ce moment-là. Puis c'était Jacques Couture, qui est devenu ensuite ministre péquiste, qui est un jésuite. Oui, voilà. Et à l'époque, il y a des débats sur l'urbanisation de Montréal, sur la destruction de quartiers. On veut faire passer les autres. Tu sais, je veux dire, il y a des gros débats sur le plan municipal. Là. Exactement ça. Donc, Godin s'intéresse beaucoup à ça. Même là où il habite, le Square Saint-Louis, on pense construire des grandes tours. Alors, il y a toutes ces luttes-là sont présentes, les luttes citoyennes. Donc, ça intéresse Godin. Puis en 76, pendant l'été, mais les versions divergent, en tout cas. Mais assurément, à l'automne 76, il est à Radio-Canada. Il mange avec Bernard de Rome, avec d'autres amis. Il dit, écoutez les gars, je m'en vais en politique, je me présente dans Mercier. Là, tout le monde rit de lui. Voyons, c'est le comté de Robert Bourassa, le premier ministre. Ça te fait massacrer. Et lui, à ce moment-là, il faut comprendre, il fait du journalisme, mais là, c'est une période creuse. Il a commencé à l'UQAM, il a été chargé de cours, et je pense, moi, c'est mon hypothèse, si ça avait continué, il aurait fini comme Pierre Bourgault. C'est-à-dire qu'il aurait été professeur parce que ça s'en allait vers ça. Il avait même été nommé professeur substitut en 76. Mais tu sais, à l'UQAM, il y a souvent des grèves. Et là, il y a une grève à l'automne 76. Godin se serait dit, en tout cas, c'est ce qu'il raconte par la suite, je vais aller faire un reportage sur le terrain d'une campagne électorale, de l'intérieur. Et là, il se présente donc à l'investiture du Parti québécois dans Mercier au mois d'octobre. Le problème, c'est René Lévesque. René Lévesque ne veut absolument rien savoir de lui. Et là, il faut imaginer une chose. La relation entre Louise Arel et René Lévesque n'a jamais été particulièrement bonne. Et là, il veut imposer Louise Arel, la présidente du PQ Montréal-Centre, dans Mercier pour barrer le chemin à à Godin. Ça vous donne une idée. Alors, si je résume, on veut Louise Arel qui le déteste pour barrer la route à Gérald Godin qui le déteste profondément. Les raisons précises... Ben là, évidemment, Louise Arel va refuser, voyant un peu le piège. Elle dit non, je n'irai pas contre Gérald Godin. Et il va essayer plein de manœuvres pour, semble-t-il, le tasser. Ça ne marche pas. Donc, on se dit, on est prêt avec. Mais il ne gagnera pas, évidemment. Non. Mais il gagne. Il gagne. Et son journal de campagne, qui va faire paraître finalement quelques mois plus tard, est fascinant. Parce qu'il se dit, je vais faire une campagne électorale à l'ancienne. Sa mère était la fille de l'organisateur libéral du comté de Champlain. Femme politique jusqu'au bout des doigts. Donc, elle sait comment ça marche. Et là, elle arrive à Montréal, elle s'installe, puis elle dit à Gérald, on y va. Alors là... La recette, poignée de main, des portes, les indécis. Et il y a une bonne organisation dans Mercier qui est décentralisée, ce qui fait que par quartier... Par exemple, Godin emprunte à un de ses amis une espèce de caravane, donc il se promène, mettons, arrête dans les tavernes, fait le tour de toutes les tavernes du comté, voit les indécis, un peu à la blague, il dira plus tard que les indécis habitent tous au 3e étage, tellement il a monté, il a perdu 25 livres. Il y a un habit, sa mère, tous les soirs, le lave. Le matin, il est sec, il le remet. Alors, c'est vraiment... parce que Pauline Julien n'est pas là à ce moment-là, elle est en Europe. Et il se dit, Christy, ça marche. Il y a quelque chose qui fonctionne, il le sent. Mais là, attention, il y a aussi ce qui, je crois, va se déployer à ce moment-là, c'est son rapport au néo-québécois. C'est ça. En 76, c'est déjà présent, mais ça c'est plus
en 80-81 que ça va se développer. La sensibilité est là, en tout cas. Elle est là. Ouais. Ah oui, ça. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. Ouais. Et même avant la politique, Ouais. dans les années 60, il y a des propos Godin sur les immigrants. Ouais. C'est une question qu'on voit de plus en plus. Parce que vous le dites dans votre livre, il participe à des débats, on n'en a pas parlé, mais il va jamais, même dans la polémique autour des écoles francophones avec Saint-Léonard en 69, il va être dans l'apaisement, puis il va se mettre à la place de l'autre. Exactement. Ce qui me semble assez unique à l'époque. Moi aussi. En tout cas. De ce que je connais de cette période-là, j'ai cette impression-là. C'est un des rares qui fait hey, attention, il y a des raisons, ces gens-là sont pas contre nous. Là. Non, puis on les comprend. Ouais. Il faut les comprendre, en fait. Ils veulent travailler. C'est ça. Ils vont aller vers les anglophones. Et donc, là, le vote néo-québécois dans Merci en 76, c'est comme, je l'écris ici, c'est du 32%. Il gagne 32% du vote. Des immigrants votent pour lui. Oui. Ça, on me l'a reproché récemment dans une espèce de... Non. Oui, ben, il y a des chroniqueurs de droite qui ont dit que j'avais un peu surestimé le vote de René Lévesque. Ce que je dis pas du tout dans le livre. Ce que je dis simplement, c'est que du vote ethnique, 32%, c'est pas énorme, là, on s'entend. C'est pas 90%. Mais c'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. C'est plus que dans les autres comtés. Oui. Bien sûr. Certains diront, ah oui, mais le comté voisin, c'est une candidate grecque. Donc, l'idée, c'est pas ça. Non. L'idée, c'est de dire simplement qu'il y a un contact réel entre Godin et les communautés culturelles. Qui va durer. Et qui dure. Oui. Et qui est profondément sincère. Voilà. Et ça, c'est une chose que j'ai... On fait une biographie, on essaie de départager toutes sortes de choses. Ouais. Mais ça, c'est une conviction que j'ai. Ouais. Et de tout ce que j'ai lu de Godin, puis j'ai lu pas mal toutes ses archives, il n'y a aucun doute là-dessus. Non. Pour lui, c'est par là que ça passe. Ouais. Et c'est peut-être une façon aussi, il y a le poète qui est là-dedans aussi. Ouais. C'est le type qui est humaniste, puis qui, même si les chiffres ne concordent pas, c'est une conviction qui doit aller vers les communautés culturelles. Ouais. C'est juste que en 76, ça va. Bon, il y a des communautés culturelles, mais c'est beaucoup en 81 parce qu'on va lui ajouter à l'élection suivante l'avenue du Parc. Oui. Qu'il n'y avait pas au départ. En tout cas, on y ajoute quelques rues dans Outremont. Ouais. Là, il est convaincu qu'il va perdre en 81. Mais non, il va augmenter. Oui, on a ses appuis. 76, on a parlé des bye-bye au début. On se rappelle d'un sketch d'ouverture des bye-bye où Paul Berval et Benoît Marleau, qui jouent Robert Bourassa, ils jubilent de perdre l'élection parce que ça va mal. Ça va super mal. Est-ce que vous l'avez senti en faisant la biographie de Godin que ce sketch-là avait un ancrage dans la réalité? Je pense que oui. Bon, évidemment, c'est une caricature. Je ne dis pas que Bourassa a fait exprès pour perdre. Non, mais il a précipité les élections. Voilà. Parce qu'il sentait que les choses s'envenimaient. C'est tout le scandale. L'abbé James. Les Olympiques, ça coûtait cher. Et aussi, les scandales, toutes sortes de choses. Et la montée du Parti québécois qui était réelle. Qui était irrésistible, probablement. Oui. Alors, lui, ce que disait probablement, c'est faut que je coupe ça le plus vite possible. Parce que lui, il pouvait être là jusqu'en 78, à la rigueur. Alors, c'est rapide. Mais oui, alors là, c'est sûr que la situation est particulière quand le Parti québécois... Mais le Parti québécois ne pense pas prendre le pouvoir. Non. Certains conseillers pensent que peut-être, mais tu sais, c'est plutôt de l'ordre de méchante grosse opposition. Ou peut-être minoritaire. Ou minoritaire, peut-être. Mais c'est pas ce que ça a donné. Je vais ouvrir une parenthèse qui est un intermède, le deuxième, parce qu'il y a des parties... parce qu'on en a parlé avec René Daniel-Dubois ici, la statue de Duplessis. Oui. En 76, selon René Daniel-Dubois, on s'est empressé de la sortir des boulamites parce qu'on est même le PQ à l'époque est nationaliste. Qu'en est-il? C'est intéressant, ça. Oui. C'est un peu compliqué quand même comme situation. Ce qu'il faut comprendre... Non, mais je vous en parle parce que je sais que Godin voue une admiration pour Duplessis. Est-ce qu'il a joué un rôle là-dedans? Non. Bon, OK. Non, du tout. Un mot d'abord sur ce que j'appelle un peu à la blague son néo-duplessisme de gauche. C'est-à-dire que Godin reconnaît certaines qualités à Duplessis. Comment faire les élections, évidemment sans les fraudes électorales, mais il y a quelque chose chez lui, il parle de son côté Gavroche notamment, qu'il va utiliser. Donc ça, oui, évidemment, ça a ses limites. C'est pas, pour lui, c'est pas un héros. Non. Mais il y a quelque chose dans la manière de faire de la politique qui est nuancé. En 76, on ne sort pas la statue en 76. On la sort en 77. OK. Détail. Mais
ce qui arrive, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été demandé, c'est une loi de l'Assemblée nationale. OK. On devait faire... Cette statue existait depuis 1961. Ouais. Elle devait être quelque part. Ouais. Elle était cachée dans un entrepôt entre 4 machines à boules et 2 réfrigérateurs. Ouais. Ce qui n'est pas de blague. Ouais. Alors là, ce qu'on fait, on la place où? Et là, on se retrouve avec une gestion, mais c'est pas inintéressant parce que il y a des nationalistes bleus. Oui. Il y a Le PQ, c'est une coalition, là. C'est une coalition. Ouais. Et les bleus, l'Union nationale, par moment, ben ça peut virer nationaliste. Ben oui. Alors là, quand René Lévesque dit « OK, finalement, on ne l'enverra pas, on pensait la mettre plus loin, la statue, on va la mettre carrément devant l'Assemblée nationale. » Puis René Lévesque, disons-le, je pense était plus à l'aise avec des nationalistes bleus qu'avec l'aérienne. Oui. Il y a un fond chez lui, effectivement, une espèce de réalisme, je ne vais pas... Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de... Je dis pas que c'est un conservateur, René Lévesque. Non. Mais je pense qu'il s'accommodait mieux de ces gens-là que des crinqués de la gauche. Exact. Ouais. Moi, quand je le compare toujours à un démocrate américain, je trouve que c'est la meilleure façon de le voir. Ça. La meilleure incarnation des démocrates américains. Oui. Pas celle-là. Pas celle actuellement. C'est pas celle qui est en train de... Ça va super bien. Mais donc, il est clair qu'il y a une espèce de volonté. Il y a même, on appelait ça l'opération... Comment ça s'appelait? Je pense que c'est l'opération bleue. Okay. On a voulu attirer... Oui. Des anciens, donc même Pierre-Marc Johnson, son père, on se rappelle, c'est l'Union nationale. Donc, on est allé chercher Marcel Mars, qu'on a essayé d'aller chercher aussi. Ouais. Et la statue, ben oui, c'est certain qu'on veut faire plaisir à certains égards aux vieux membres de l'Union nationale parce qu'il y a une espèce de... Ils sont ressuscités d'entre les morts en 76. Parce qu'il n'y en avait plus en 73. Et il y a on le sent dans votre livre, vous l'écrivez, il y a un revival, j'aime pas le terme, mais pour Duplessis, là. Il n'est plus dans l'antichambre, là. Non. C'est ça. Puis la série a changé la donne complètement. Voilà. De mon voisin. Ouais, voilà. Qui n'a pas récemment changé ses poubelles. Non, il n'est plus là de 1985. C'est ça. Il faudrait qu'il repasse. Oui. Mais non, blague à part. Donc, dans cette espèce de revival, parce que c'est ça pareil, puis Lionel Groux aussi va passer un peu dans le même dans la même espèce de façon de le ramener. Ben oui, effectivement, il y a une volonté d'aller chercher des gens de l'Union nationale. Puis ça marche dans la mesure où le chef de l'Union nationale, là, je suis en train d'oublier son nom, Rodrigue Biron. Oui, va devenir péquiste. Oui, voilà. Il va tout au référendum. Et l'Union nationale va vivoter jusqu'en 82, je pense. Oui, c'est ça. Officiellement mort en 89, mais... 89, ouais, c'est ça. Je crois que j'ai vu que ça a ressuscité d'entre les morts. Oui. Dans la partielle, il y avait... Oui, je suis content. C'est le fun. D'autres produits dérivés à l'IRT. Mais donc, c'est intéressant, oui. Puis il faut bien voir que le Parti québécois, c'est pas... C'est sûr que c'est pas un... C'est fascinant de comprendre la position idéologique du Parti québécois à cette époque-là. C'est un gouvernement qui est éminemment progressiste dans les lois. Oui. C'est une social-démocratie qui est quand même très à la mode, donc c'est faisable. Mais à partir de la crise économique de 81, 82, 83, ça devient largement un parti néolibéral. Tout à fait. Et c'est les mêmes personnes qui sont là. Donc, mais c'est une coalition, donc il faut faire bien attention. Certains vont dire « Ah, mais le Parti québécois, ça a toujours été un parti... de gauche. Non. Ça a beaucoup joué avec le temps. Puis le Parti québécois, je pense, a longtemps été favorisé par l'image de 76. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Godin ne sera pas nommé ministre de la Culture alors qu'il est pressenti. Ben oui. En tout cas, le milieu culturel aimerait ça. Ben oui, puis il connaît ça pas à peu près. Il vient de faire une enquête énorme sur le milieu de la culture. Et la cassure entre les artistes et le PQ va commencer là, un petit peu. C'est une des raisons, effectivement. En tout cas, c'est un des phénomènes qui ont contribué, effectivement, à cette cassure-là. C'est drôle, je suis en train de travailler justement un livre là-dessus. Ah oui? Oui, sur la cassure entre le milieu intellectuel. Donc, on va se revoir? Oui, sûrement, même avant, si tu veux. Oui. Pas dans 3 ans. mais c'est fascinant de voir que justement ça, et de nommer Louis O'Neill. Qui n'est pas du tout associé à... C'est un ancien curé. Qui est de l'époque de Duplessis. Ça, c'est intéressant aussi, les anciens curés au PQ, parce qu'il y en a eu quelques-uns. On le voit dans le sketch de 65, d'ailleurs. Hein? L'évêque, le père Couture, l'abbé O'Neill, Denis Filiatro, l'abbé O'Neill. C'est drôle, parce que l'abbé O'Neill n'est même plus curé à ce moment-là, il a défroqué. Il faut arrêter avec le bye-bye, parce qu'on on va en perdre d'autres. Bon, le temps avance, là, puis je veux que les gens lisent le livre. 81, donc, accentue ses appuis, mais là, ça commence à être plus difficile. Les années 83-84, là, ça, c'est ce qu'on pourrait dire des années de marde. Je pense que c'est un bon résumé. Je pense que c'est le titre, d'ailleurs, du chapitre. Mais ça va très, très mal, parce que, plusieurs choses.
D'abord, Godin a fini par être ministre, Oui. on peut le dire. Oui. Donc, 1980, novembre 80, Godin. Ben c'est ça, l'évêque aussi voit de plus en plus que ce type-là n'est pas un loose cannon. Donc, il travaille en équipe et surtout, ce qu'on évoquait tantôt, oui, ça marche avec les déos québécois. Il y a quand même un contact. Donc, c'est possible. C'est possible. Oui. Donc, on le nomme ministre des communautés. Ben, en fait, à l'époque, c'est juste ministre de l'immigration. 81 devient communauté culturelle et migration. Donc, à la table des. C'était un petit ministère à l'époque. Il faut bien comprendre que c'est vraiment pas quelque chose que les gens, les autres politiciens veulent avoir. Là. Mais Godin est néanmoins à la table du Conseil des ministres. Voilà. Et là, 81, c'est ça, c'est la crise économique de 82. Là, ajouter à ça toute la question, évidemment, du rapatriement de la Constitution. Ouais. Parce que le PQ va rentrer fort en 81. Oui. Les gens, dans le fond, lui disent on n'en veut pas d'indépendance, on vous veut comme bon gouvernement d'une province. C'est ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on comprend du message. Oui. Parce qu'effectivement, ils reviennent. Oui. C'est pas Ryan qui est élu à ce moment-là, c'est l'évêque. Donc, ils vont gérer en conséquence. C'est ça. Mais il y a la crise. Ouais. Et là, la crise de 82, 83, là, ça dégénère complètement. Ouais. C'est une crise mondiale. Ouais. Alors là, les grosses augmentations qui ont été promises en 79 aux fonctionnaires, ça ne marche plus. Non. Vraiment pas. Et là, il y a deux théories, là, si je résume. Vraiment. Là. Il y a la théorie de la piscine, que j'aime beaucoup, qui consiste à dire OK, on va vous donner vos augmentations, mais après ça, on va vous geler pendant 3 mois, puis on va vous baisser de 20% votre salaire. Puis après, on verra. Ça, c'est la piscine, donc un méchant creux. Ou bien on dit non, on rouvre les conventions collectives, puis on négocie en expliquant la situation. Et là, il y a c'est deux générations au Conseil des ministres, parce que des nouveaux ministres là, qui sont arrivés, des plus jeunes. Et là, eux disent non, on ne peut pas faire ça, il faut renégocier. Bon, ceux qui vont gagner, c'est la vieille garde et on va faire effectivement, c'est la piscine. Grosso modo, la piscine. Qui va être une catastrophe. Ah, vraiment. Et encore aujourd'hui. Moi, mon père, comme enseignant, m'en parlait il n'y a pas si longtemps encore. Non, c'est ça. La fracture, les fonctionnaires, mon grand-père même qui était à la SAQ, qui était fonctionnaire à la SAQ, me disait t'es Parti québécois, à partir de là, ça a été fini. Mais là, il venait de se couper l'essentiel de leur électorat, qui était finalement les enseignants, des syndiqués, des infirmières, bon, tout ça. Et voilà. En 83, ils ont perdu 85 à ce moment-là, très certainement, et ça devient très violent. Et là, Godin, tu parlais d'année de marde, effectivement, parce que là, Godin, il n'est pas de bonne humeur, là, il s'enfarge dans toutes sortes de choses, il y a des déclarations étonnantes. Est-ce qu'il commence à être malade? C'est ce qu'on peut présumer qu'il se passe quelque chose de cet ordre-là. Parce que... On ne sait pas, donc. Le biographe... En 83, je ne peux pas dire qu'il est malade. Mais il y a des déclarations qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses qui... Bon, une journée, il défend Pierre-Éliott Trudeau, ce qui m'apparaît un peu étonnant. Une autre journée, il va dire ça prend l'indépendance tout de suite. Ça ne marche pas. Ce qu'on sait, vraiment, 1984, il est en mission à Hong Kong et là, commence à souffrir de très violents maux de tête. Et là, ça commence... 84, on s'en souviendra, c'est également le drame à l'Assemblée nationale, le 8 mai 84. C'est l'ortie. Ah oui, la fusillade, oui. Et Godin va être vraiment traumatisé par ça, parce que le lendemain, les députés vont siéger très rapidement pour souligner évidemment, féliciter pas le caporal, c'est pas le gendarme Jalbert, René Jalbert. Voilà. Qui l'a calmé, qu'on peut voir. Oui. C'est troublant. Et là, Godin, on a évidemment arrangé un peu les choses. Il y a eu des morts, hein? Pardon? Il y a eu des morts. Oui, il y a eu, je pense que c'est 3 morts. C'est ça, faut pas l'oublier, là. Oui, c'est ça, il y a 3 morts. C'était pas des élus, là. Non, mais c'est ça qu'il voulait, lui. On se rappelle qu'il arrivait pour l'heure du débat. Et il a tiré beaucoup sur les sièges de l'Assemblée. Et un des sièges qui a été visé, c'est le siège de Gérald Godin. Et non seulement ça, mais Godin, bon, ça avait été changé, mais Godin voit du sang par terre à sa place. Donc, il sait que... Parce qu'il y avait c'est un poète. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça l'a branlé. Mais là, écoute, tu dis, il y a quelqu'un qui est mort ou blessé là, parce qu'il y avait une commission parlementaire qui avait lieu au moment. Ça n'a pas déclenché son cancer. Il y en a qui disent... Non, mais il y a un traumatisme, et on a parlé beaucoup de syndrome post-traumatique après. On ne connaissait pas vraiment l'expression à l'époque, mais on l'a vu chez beaucoup de ministres qui sont devenus, qui sont tombés malades, ont été... Godin, donc, en 84, et là, ça devient une espèce... C'est vraiment pas clair ce qui se passe. Une espèce de cover-up. Il est ministre. Il disparaît pendant l'été 84. On dit, il est blessé, malheureusement. En bûchant du bois, il a reçu un morceau dans l'œil. Un éclat dans l'œil. C'est pas vrai.
Il n'y a rien de ça. Mais en même temps, quand on en parle à sa famille, ils se souviennent de ça. Mais dans le dossier médical que j'ai consulté, il n'y a rien de ça. Absolument rien de ça. Ouais. Mais on commence, il y a des épisodes, donc, je ne me souviens pas le terme médical, mais il perd de la sensibilité, ça bloque un peu. Bon, on va passer des tests finalement au mois de juin, mai-juin 84 à l'Hôtel Dieu. C'est une tumeur. Mais ils sont capables de l'opérer. Donc, elle n'est pas maligne. Ils sont capables de... Bon, et ils pensent que ça devrait aller pour un bout. Alors, Godin, le problème, c'est que les médicaments, tout ça, ça l'a complètement affaibli. Il doit réapprendre à parler, il doit réapprendre à écrire, il doit réapprendre à marcher pour la peine. Et là, il est extrêmement courageux, je dois dire, parce qu'il a pensé suicider. Il le dit clairement, il dit, moi, en 84, là, je voyais, j'étais plus capable de faire de nœuds de cravate, je suis plus capable de parler, va me tirer. J'avais trouvé l'endroit, tout, ma carabine, c'était facile. Avec Pauline Julien, à l'époque. C'est ça. Qui, elle, va le faire plus tard. Effectivement. Mais là, moi, il dit, moi, je m'en vais au bout de mon terrain, je me tire. Il dit, non, finalement, non. Il dit, puis c'est drôle, c'est très poétique, mais il va dire, je n'ai pas vu Venise en hiver. Je ne sais pas jusqu'où, mais un poète, ça joue sur la légende, mais en même temps, il y a ça. C'est pas impossible. Non. Et là, c'est fascinant de voir, moi, des cassettes qui m'ont vraiment ému, que j'ai écoutées. C'est Godin qui s'entraîne à parler et qui déclame, je me souviens plus de quelle pièce. Puis il s'enregistrait? Il s'enregistrait. Je ne sais plus quelle pièce, je pense que c'est Horace. Mais c'est touchant. Il essaie, il s'enfarge, il fait des exercices. Mais ça se replace tranquillement. Et René Lévesque est vraiment atterré de ça. Lui, il laisse une petite place au Conseil des ministres avec un ministère un peu bidon. Mais là, il va reprendre du mieux. Bon, René Lévesque, pendant ce temps-là, se fait poignarder par tout le monde. C'est ça, il y a une tumeur qui apparaît sur la scène canadienne, c'est Brian Mulroney. Ben oui. Qui va vraiment faire bouger le socle idéologique du PQ. Là, exactement. Avec le beau risque. Alors, Lévesque dit, le beau risque. Donc, on va aller voir. Aujourd'hui, on regarde ça. Ce qui est assez lucide quand on y pense. Il me semble aussi. 3 ans après, 4 ans après une défaite. On a dit non, là. Non, c'est ça. C'est ça, je veux dire. En tout cas, je trouve que c'est très démocrate. C'est cette idée de, allons voir au moins ce qu'il y a à offrir. D'autant que, bon, mais évidemment, là, ça change complètement de la façon de faire de Trudeau. Et là, c'est l'hécatombe au Parti québécois. Et c'est au même moment où à peu près, où Godin est malade. Ce qui fait que là, à un moment donné, on le voit chez des putschistes. Après, il revient, il repart. Mais finalement, ça va être parmi les rares. Bon, il y en a quelques-uns qui seront vraiment fidèles à Lévesque jusqu'au bout, et il est du lot. Donc, il va demeurer, puis il va y écrire une très belle lettre d'ailleurs, en lui disant « Je vous suis là-dedans. Je vais aller avec vous jusqu'au bout. » Et même Pierre-Marc Johnson pensait qu'il l'avait de son côté. À une époque, je pense, là, dans tout cette tumulte, il va le planter solide. Là. Ça, c'est assez particulier. C'est une chose qui s'explique mal dans le parcours de Gérald Godin, parce que ça ne ressemble pas à Godin. Je peux prendre une seconde pour l'expliquer? Oui. Une fois, évidemment, le Parti québécois battu en 85, Lévesque est réélu. La marge est d'ailleurs pas mal réduite, parce que ça a l'air que ça n'a pas été une campagne extraordinaire pour lui. Puis pourtant, il y avait John Parizella qui se présentait contre lui. Puis Lévesque l'aimait beaucoup. Fait qu'il disait « Hey, c'est un bon gars, Parizella. » Puis un de ses conseillers me disait un gars de Rosemont, Parizella. Oui, c'est ça. Puis il disait il dit, tu l'aimes tant que ça, John Parizella, donne-y le comté. Je comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Puis il dit, mais c'est un bon gars. Donc, finalement, il va gagner. Mais il est malade, tout ça. 85. Alors là, c'est Pierre-Marc Johnson qui a remplacé René Lévesque, chef de l'opposition. Puis, pourtant, ils s'entendent assez bien, Johnson et Godin. Même Godin, Johnson va dire de Godin que c'est un conservateur... un bleu. Oui, voilà. C'est un bleu. On s'entendait bien. Les deux, on est d'un comté montréalais, moi, Ville d'Anjou, lui, Mercier, tout ça. On s'entend bien. Mais, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais là, ça prend 2 ans. En 87... Là, ça, c'est le PQ, donc c'est le Festival du Psychodrame. Ah oui, vraiment. Là, on est en 87 et Michel David, astucieux, voit que Godin invite un certain Jacques Parizeau à une soirée dans son comté. Ah, tiens, c'est intéressant. Pourquoi? Et là, Godin lui dit, viens à mon bureau, on va jaser. Et là, il lance. Là, il lance tout ce qu'il veut. Là, ça part. Là. Johnson ne fait pas le travail, il est prétentieux, il ne s'occupe pas des militants, il faut qu'il parte, ça prend Parizeau. Là, c'est gros, là. Et là, Parizeau, lui, pendant ce temps,
il prépare son retour. Il Oui. faut comprendre qu'il est en réserve. Ben oui. Mais là, c'est un fin renard, là. Il sait ce qui s'en vient, là. Mais dans sa tête, Parizeau, ça va être 1989. Ouais. Parce que là, il va y avoir une défaite extraordinaire pour Pierre-Marc Johnson. Il va arriver en sauveur en 1989 à la prochaine élection. Mais là, Lévesque, je vais le dire comme ça, pas Lévesque, pardon. Godin scrape complètement son plan. Parce que là, il faut qu'il se décide. Parce que là, d'ailleurs, les conseillers de Parizeau appellent Godin en disant « Qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas de même. » Mais Godin dit « Je suis tanné. » Mais là, c'est un gros risque parce que d'abord, c'est poignardé dans le dos son chef qui, incidemment, se trouve à l'époque en voyage en France. Puis là, imagine-toi donc que René Lévesque meurt sur l'entrefait. Fait que là, on a évidemment un scénario péquiste extraordinaire. Péquestre. Alors là, tout le monde autour du cercueil. Là, on va mettre Godin à la porte du parti. Et Godin est un fin renard. À mon avis, j'ai pas de preuves, mais mon hypothèse, c'est que il savait très bien ce qu'il faisait, même pour Parizeau. On peut pas mettre la raison de tout ça sur la maladie. Là. Non, puis non. Puis en 87, là, ça va mieux, ces affaires. Là, non. Là, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et écoute, on pense que Godin va être expulsé du parti. 2 jours plus tard, c'est Pierre-Marc Johnson qui démissionne. Il a gagné sur toute la ligne. Et Jacques Parizeau revient. Voilà. Donc, voilà comment... Et ça va nous amener au référendum de 95. Là. C'est les préludes, là, tout ça. C'est ça. Ça commence à remonter tranquillement. Là, il y a Charlottetown. C'est ça. Là, on est dans une période qu'on a vu dans les bye-bye notamment. 90, 91. Là, il y a un changement de... L'optimisme est de retour après des années difficiles. Même au Conseil du patronat. Oui, ça c'est... On est séduit par l'indépendance. C'est à l'époque, il faut écrire ça. Bon, là, on arrive vers la fin. La maladie. Comment ça se développe et ça se... Oui. 10 années. Bon. 84, ça va, comme je disais, on l'opère, ça semble pas si mal. Il doit réapprendre toutes sortes de choses, mais ça se replace tranquillement. Donc, en 86, 7, là, ça paraît presque pas. Son débit est un peu plus lent, mais c'est un gars qui avait de la verve, il a du bagou, donc ça paraît pas vraiment. 89, récidive. Et là, ça devient particulier parce que sa campagne électorale, il va la faire pendant sa chimio ou presque. Et là, ça devient Saint-Gérald. Un de ses conseillers politiques me disait « Jonathan, c'était extraordinaire dans les rues de Mercier, les gens le touchaient. Les dames, par exemple, lui parlaient de Dieu et lui touchaient. C'était un thaumaturge. Et là, puis lui, évidemment, il était intouchable. Fait que même le Parti libéral, on dirait, ne met pas de candidat. Ils ont mis comme un poteau. Et en 89, il gagne, je pense que c'est sa victoire la plus éclatante. Et là, 89, ça va, il est toujours dans l'opposition, il va siéger, mais ça devient extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Alors, il y a des scènes très touchantes à l'Assemblée. Très touchantes. Où on voit Louise Arel, par exemple, qui est toujours député, s'occuper de Gérald, de lui souffler parfois des mots, lui dire « Ah, tu voulais dire telle chose ». André Bulleris, l'ancien député, qui va s'occuper de lui arranger parce qu'il est tout croche, sa cravate, et parce qu'il est souvent aussi gelé à cause des médicaments. Mais il veut être là. Il veut vraiment être là. Et un de ses conseillers me disait, pour lui, il y avait une espèce d'atmosphère de... En fait, il adorait tout ce qui entourait la vie parlementaire. Ça, vous le dites dans le livre. Avoir la paix dans son appartement à Québec, être avec les amis, manger. Puis dans ce temps-là, les députés avaient plus de temps qu'aujourd'hui, donc ça soupait, ça allait un peu partout, ça allait au Louis Hébert. Bon, mais donc Godin, c'est un peu pour lui comme une atmosphère de collège. Il y a quelque chose de ça. Donc il va y aller jusqu'à la fin, 93. Et ça devient évidemment insoutenable. Donc, les images sont très difficiles à voir parce que là, Godin, à cause des médicaments, est enflé, il n'est plus capable de rien faire, conduit plus ou à peu près pas. Et il y a une scène, moi, qui me profondément désolé. C'est la dernière intervention de Godin en chambre, à ma connaissance, en 1993, sur la loi, je ne sais plus quelle, je pense que c'est la loi 86, là, je ne me souviens plus exactement, sur la langue française. Sur l'affichage. Et là, Godin fait un discours complètement décousu. Il passe de Jurassic Park à l'accident de voiture qu'il y a eu avec Hugh McLennan. À François Villon. Le gars des deux solitudes? Oui. À North Atlee. Ça s'en va dans tous les sens. C'est intelligent, mais ça n'a qu'une tête. Et là, à un moment donné, il s'attaque à son adversaire indirectement, qui est Claude Ryan.
Et Claude Ryan se moque un peu de lui. Mais Claude Ryan, là, Ouais. vous en parlez à quelques fois, puis c'est pas nouveau, là. Mais tu sais, le truc pendant le référendum de 80 Ça, sur c'est- Claude Morin qui est allé il s'est fait Sucé. Ouais. s'est fait sucer une Ouais, déclaration ouais. de Michel Rocard. Je sais, Ouais. quel homme petit, un petit personnage. C'est un cas intéressant, je vais le dire comme ça. Quand je dis c'est intéressant, ça veut dire que j'ai une opinion forte, mais je Ouais. vous la calibrer. C'est un truc que j'ai développé avec les années. Mais en tout cas, il y a des déclarations, effectivement, moi, qui me laissent... C'est quand même quelque chose de grave, là, de dire... Ben ça. Tu sais, de voir le gars... parce qu'il lui dit exactement, je vous ai déjà trouvé plus drôle, M. Godin. Tu sais, Ouais. le type devant lui... Ouais. Et il faut comprendre que toute l'Assemblée est pas mal autour de Godin, parce Ouais. qu'il est aimé, ce gars-là. Ben oui. Puis même, tu sais, les députés d'opposition à qui Ouais. j'ai parlé, j'en ai quand même, tu sais, j'ai fait 40 quelques entrevues. Ouais. J'ai parlé à différents ministres. Ouais. Puis c'était un bon gars. Ouais. Donc, tu sais, on l'encadrait, il y avait une solidarité. Alors, ce geste-là, c'est vraiment un cheap shot. Ouais. Moi, en tout cas, je me suis calmé dans le livre parce que j'avais des phrases plus dures. Ah ouais, hein? Ouais. Autre cheap shot, on va terminer avec ça parce que faut que vous quittiez, là. Vous travaillez, vous êtes professeur. Ouf. Si peu. Autre cheap shot, puis là, je veux pas. Ça tombe mal parce que Denise Boucher est décédée. Ouais. Ah Oui, en ce sens-là. le tango de Montréal. Oh oui, c'est ça. Bon, parce qu'on veut commémorer sa mémoire dans son comté. Ouais. On décide de faire la fresque Oui, au métro de Montréal et on veut mettre un poème. oui, Et on choisit le tango de Montréal. oui. Et à l'époque, je dis Denise Boucher, c'est l'UNEC, Oui, mais c'est l'Union des aussi, écrivains, qui trouve ça. En fait, ils trouvent que c'est pas juste les immigrants qui se lèvent de bonne heure. Ouais, Mon Dieu, que c'est. petit. En tout cas, à la lecture, t'es comme. En même temps, je trouve que c'est une réverbération du discours actuel sur l'immigration. Exactement. Ouais. C'est drôle que vous en parliez parce que j'y pensais ce matin à ça, justement, voyant le décès, tout ça. Puis... Ouais. Je veux pas enlever ce qu'elle a fait. Non, là. non, puis bon, puis même d'ailleurs, je l'ai interviewé. Mais comme on dit, c'est pas parce qu'elle est morte qu'on peut pas le c'est dire. ça. Puis je l'ai interviewé pour le livre, ça avait été super sympathique. Ouais. Puis, elle adorait Gérald Godin. Ouais. Mais contexte, rapidement, en 94, Gérald Godin meurt, on est le 12 octobre. Ouais. Le Parti québécois vient de gagner un mois avant. Ouais. C'est donc une période... C'est un an avant le référendum, là. C'est un an avant le référendum, puis c'est le meilleur moment d'un point de vue commémoratif pour Godin, parce que là, ils sont partis de retour au pouvoir. Voilà. Donc, il va y avoir le cégep, Gérald Godin. Ouais. Il va y avoir toutes sortes de choses. Étonnamment, dans une drôle de place aussi, là. Ah ben ça, je pourrais... C'est très volontaire, hein? OK. Ça a été fait volontairement dans le West Island pour dire on a des francophones dans le West Island, Ouais. il y a 3 cégeps pour une même population en Gaspésie, c'est ouais. pas normal qu'il n'y en ait pas. On va faire un cégep francophone, il va s'appeler Gérald Godin, et ça va être la salle Pauline Julien. Oui, qui est une très belle salle. C'est une très, très belle J'ai salle. joué là avec les apartistes. C'est une très, très belle salle. Et c'est Jean Garon, Ah qui était un des meilleurs amis de Gérald Godin, qui a fait ça avec Jean Parizeau. Truculent, Jean Garon. Truculent. Les deux ont fait ça ensemble. Ah, ouais. Alors, donc, il y a une période de commémoration, Ouais. tout ça, bien sûr. Et là, tranquillement, on se dit, non, merci, il y a plein de projets qu'on va faire. Et là, le tango de Montréal, on se dit, c'est une bonne idée. Donc, le métro Mont-Royal, qui est en réflexion, d'ailleurs, à ce moment-là, on se dit, comme ma foi, depuis 1966. Et là, il y aura la plage Gérald Godin en asphalte et en béton, c'est pas grave. Et il y a le poème. Ouais. Donc, ça, c'est très bien. Et là, Tango de Montréal, il faut comprendre, c'est un poème de 1900, en fait, qui paraît en 1983 dans Sarzen, qui est un de mes recueils préférés de Godin, où il joue très bien. En fait, il joue pas. C'est un homme politique, poète. Et il parle des électeurs comme des mots en poésie. Il y a vraiment là, une symbiose. Ils vont même parler des immigrants, ce sont des poèmes. Ben oui, c'est exactement ce qu'il va dire. Et dans ce recueil-là, ça paraît, ça fonctionne très, très bien. Et Tango de Montréal est un extraordinaire poème. Et quand on le lit attentivement, on comprend que ça se lève de bonheur de ces gens-là. Ça parle de l'immigration, mais ça parle de tous les travailleurs canadiens français qui sont passés par tout, si on veut vraiment pousser. Là. Mais la réaction, et c'est là qu'on voit tranquillement arriver 95, malheureusement, puis des réactions, c'est de voir que, non, mais on a choisi ce poème de Gérald qui n'est pas bon. D'ailleurs, aucune idée pourquoi on a dit qu'il n'était pas bon. À l'UNEC, ça. À l'UNEC. Il y avait essentiellement à l'UNEC. C'est pas un bon poème de Gérald, puis c'est juste pour satisfaire la bonne conscience des gens. Mais non, je veux dire, c'est tout à fait typique de la poésie de Godin. C'est un de ses très bons poèmes. Et cette réaction-là, moi, c'est pas pour rien que j'en ai parlé aussi. Je vois ça qui permet de tirer un fil jusqu'à une époque qui est peut-être la nôtre.
Tout à fait. Et voilà, donc, puis Godin, ben, cette poésie-là, elle doit être rappelée. Ouais. Puis J'en ai pas parlé beaucoup de l'aspect poésie, vous en parlez beaucoup. Vraiment, c'est un livre à lire. Je regrette de ne pas l'avoir lu plus vite, mais pour une raison. Puis j'en ai déjà parlé, on en a déjà parlé ensemble. Ouais. Je pense qu'il y a Pauline Julien aussi, qui a mis dans ma perception. Moi, je suis pas fan de Pauline Julien. Je pense qu'il faut l'avoir connue à ses heures de gloire pour l'apprécier. Alors que, puis je dis pas que c'est pas bon, là, mais ça m'a jamais touché, ça. non, bon. je comprends. Et j'ai l'impression que je me suis laissé berné par quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire, je trouvais qu'il faisait de l'ombre. C'est pas du tout ça. Mais peut-être aussi des fois. En tout cas, mais je pense que c'est ça qui m'a un peu ralenti. Puis je suis content d'avoir lu le livre parce que, puis je dois le dire, j'apprécie vraiment ce que vous faites. Puis il y a une écriture facétieuse parfois qui est vraiment agréable. Qu'on retrouve pas toujours dans les biographies. Non, mais ça, c'est ma petite marque maison. Là. Ouais. J'aime bien faire ça. Oui, tout à fait. Mais Pauline Julien, je comprends. Puis c'est beaucoup, là, on parlait au tout début du Power Couple. Mais ces gens-là, au fond, ont été 32 ans ensemble. Et oui, bien sûr, on imagine, ils se sont vraiment comme encouragés, ils se sont inspirés. Non, c'était pas un fleuve tranquille. C'était pas tant que ça. Puis oui, c'est des gens qui se sont aimés, qui sont... L'un était fier de l'autre, mais en même temps, Godin a fait sa vie. Oui. Et la plupart du temps, ils n'étaient pas ensemble. Elle était en Europe, elle était en Union soviétique, elle était partout. Et Godin était en politique, donc c'est une relation 4 mois par année peut-être. Et ça a donné une relation stimulante. Oui. Et, mais étonnante. aussi, oui, c'est ça. Mais oui, voilà. Mais vous allez le découvrir en lisant Godin, qui est toujours disponible un an après sa publication. Il n'a pas été pilonné jusqu'à présent. Alors, ça, c'est bon signe. C'est toujours bon signe. Hey, merci, je vous laisse aller parce que les hypothèques, il faut les payer, il faut travailler. Oui, absolument. Salut. Salut, au plaisir. Ça peut dire à la fin, mais ça va être long. Les coquerelles de parlement, les patineurs de fantaisie, les zigoneux d'élection, les tarzans du salut public, les écrapoutis d'Assemblée nationale, les visages de peau de fesses, les toutounes de la finance, les faux surpris de McGill, les plorines des Sénats, les savates de nos sociétés nationales, la puanterie des antichambres de ministres, les vol-à-gueule de l'égalité ou l'indépendance, les poubelles du Canada, mon pays, mon profit, les regrattiers de la patrie dans les pawn-shops de la nation, les écartillés de l'honnêteté, les déviergés de la dignité, les pas clairs de nœuds, tous ceux qui ont des meubles en queue du million mal acquis, les... Alors voilà ce qui conclut ce 25e épisode d'Urgence. Gérald Godin est venu nous sauver les fesses, on peut dire ça. Merci à Jonathan Vernois. On s'est déjà dit qu'on allait se revoir bientôt pour une collaboration quelconque. Je sais qu'il travaille sur un autre livre sur les fascicules, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'il en a parlé pendant l'épisode. Alors, j'ai déjà très hâte de le retrouver. Allez lire, allez acheter ou en tout cas emprunter la biographie de Godin. C'est vraiment, vraiment passionnant. Puis, à la toute fin de sa vie, je sais, et on ne l'a pas abordé dans l'entrevue, mais c'était dans mes notes, mais Jonathan devait partir pour l'Université Laval, parce qu'on a fait ça aujourd'hui, c'est ça, donc plutôt aujourd'hui. Il parle de comment Gérald Godin est mort entouré des siens, et il adorait une chanson qui s'appelle Au cœur de ma délire. Vous la connaissez peut-être si vous avez acheté le magnifique album de Myriam Gendron qui est sorti en 2021, où il y avait entre autres une reprise d'un Canadien errant. Voilà, Ma délire, Songs of Love, Lost and Found. Et là-dessus, il y a une version de cette chanson qui s'appelle donc Au cœur de ma délire, qui est une vieille chanson. C'est une traditionnelle, c'est une complainte. Et celle que Godin écoutait, c'était celle sur un album qui s'appelle Dominique Tremblay-Philippe Gagnon présente avec le Stainless Steel Ça roule, une curiosité, je pense qu'on peut dire ça comme ça, qui est sortie en 1973, que j'ai en vinyle, qui est pas super rare, mais quand même, je ne l'ai pas vue souvent, cette copie-là, et elle n'est pas sur les plateformes d'écoute. Elle n'est même pas sur YouTube, parce que des fois, j'avoue, quand il y a des curiosités comme ça, je vais les chercher sur YouTube pour pouvoir les diffuser. Mais là, j'ai sorti mon préampli NAD
qui a une entrée USB pour numériser mon vinyle. C'est un album qui est sorti en 1973 dans une espèce de désir de moderniser la musique traditionnelle. Il y avait comme un vent. Il y avait un retour du trad, entre autres. C'est l'époque de Louis Forestier, dans Ma prison de Londres, puis Le rêve du diable. Bon, le trad existait, mais il y a comme avec la montée du nationalisme, il y a comme un regain d'intérêt pour le trad. Et Philippe Gagnon, qui est un violoniste autodidacte, avait, avec Dominique Tremblay, qui est aussi violoniste, décidé de faire cet album-là. Et la légende veut que, en tournée avec Robert Charlebois, les deux musiciens, donc, et Robert Charlebois adorait, entre autres, Philippe Gagnon, et il a insisté pendant plusieurs années pour le faire travailler avec lui, pour l'amener en tournée. Et ils ont croisé Janis Joplin. Et ils ont jammé et parlé de ce qu'avaient en tête Dominique Tremblay et Philippe Gagnon. Puis, il paraît que c'est Janis Joplin qui leur a dit « Hey les gars, il faut absolument que vous mettiez ça sur disque. » Et ça a donné cet album-là, qui est sorti en 1973 sur étiquette Polydor Medium. Je ne sais pas pourquoi le médium. Alors, et sur cette face A, il y a donc cette version-là, Au cœur de ma délire, qu'adorait Gérald de Godin. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Vous allez voir, c'est une belle chanson, un peu mystérieuse, triste en même temps. Et je pense qu'elle va très, très bien coiffer cet épisode. Remerciements à Jonathan Livernois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Tu t'en vas, pourquoi ne pas-t-il agir si longtemps? Il nous voilà à la fleur de l'âge, Madonna, il y a bien charmant. Madonna, il y a bien charmant. Madonna, Madonna, rien mieux charmant. Te souviens-tu, ma charmante Louis, à nous étions deux sur la dos les deux. Ils n'ont pas rien de nous dans nos amours, mais allant d'un joli rosier, mais allant et d'un joli rosier, mais allant d'un joli rosier. Comment font-ils, non pas de maîtresse, qu'ils passent leur temps bien misérablement? Puis moi là-bas,
la plus belle. Il faut voir et lui parler l'amour. Il faut voir